Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Michel Kazaka, qui est fondateur de Value Chain, qui est une société spécialisée en paiement et crypto-paiement. Tu vas nous expliquer tout ça, Michel. On sait que tu es vraiment quelqu'un de très, très important dans l'écosystème. On est vraiment fiers de t'avoir. Comment vas-tu? Bonjour Jean, bonjour à tous et merci de m'accueillir dans ton joli podcast. Ouais, Bon, c'est un plaisir. effectivement, peut-être pour me présenter rapidement, je peux dire que je m'appelle Michel Kazaka déjà et Oui, que j'habite en France, à Paris. Je travaille dans un secteur que les gens connaissent, ça touche au monde de la finance, mais dans un métier que les gens ne connaissent pas en général. C'est le métier des paiements et des crypto-paiements aussi. Mais le métier des paiements, déjà, les gens ne le voient pas vraiment parce que les paiements sont toujours bien cachés. On paye et puis c'est fini. Et tant mieux, ça veut dire que ça marche. Donc oui, moi, pour me présenter, je suis fondateur de Value Chain. C'est un cabinet de conseil et de formation, mais surtout un cabinet de conseil dans un domaine, le métier des paiements, la sécurité des paiements, l'innovation dans les paiements et les crypto-paiements. J'ai fondé ce cabinet, ça fait maintenant quasiment 3 ans. Bientôt, ça va faire 3 ans. Mais avant, j'étais dans des grands cabinets de conseil de 170 000 employés, classiques, quoi, wow. parmi les Big Four. Et donc, j'ai pu travailler un peu partout au monde, en Australie, aux États-Unis, en Afrique, en Europe, en Asie. J'ai eu cette chance, en tout cas, de pouvoir faire des missions un peu à la James Bond dans le métier des paiements. Pour peut-être faire un petit aperçu, mes clients sont en général les grandes banques. Typiquement, les Big Four Banks en Australie, Commonwealth Bank, Westpac, NAB, etc. Les grandes banques en France, Société Générale, BNP, Crédit Mutuel, BPCE et tous les autres. Mais aussi des grandes banques européennes, comme la Caixa, Santander, des banques américaines, des banques en Afrique aussi. Alors, quand je dis ce sont mes clients, les banques, pas seulement, parce que les paiements se trouvent partout. Les commerçants, surtout, ils aiment beaucoup les paiements. D'ailleurs, ils en ont besoin. Ouais, tellement. Paiement en ligne ou paiement de proximité. Donc, mes clients sont aussi des grands commerçants comme Auchan, comme Carrefour. Voilà, enfin, tout le monde est un client de l'industrie des paiements. Il y a des industriels comme Colas, Vinci Autoroute. Donc, même les industriels, ils ont besoin de services de paiement. Mais aussi, il y a des acteurs, des industriels du paiement qui sont cachés, comme les fabricants des guichets automatiques bancaires, les fabricants des terminaux de paiement, TPE. Voilà, vous commencez à voir un peu plus ce métier qui est assez profond. Bon, j'ai à peu près aujourd'hui 17, 18, je ne sais plus, 18 ans d'expérience à peu près dans ce domaine, donc ça fait un petit paquet. Il y a des gens qui sont beaucoup plus Incroyable. expérimentés que moi, que j'admire, que je collabore avec, mais voilà, 18 ans, ça commence à faire un petit paquet. Et tellement, tellement, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais moi, ça fait même pas 18 ans que je travaille. Donc vraiment, félicitations à toi, Michel. Une carrière incroyable. Et en plus, le système de paiement, effectivement, c'est pas la partie la plus populaire parce que, comme tu l'as dit toi-même, c'est pas ce que les gens commencent à comprendre au départ de la finance. Et toi, tu t'es spécialisé là-dessus. Tu es vraiment très, très fort là-dessus, notamment sur les crypto-paiements. On va aussi en revenir. Donc vraiment, Oui. bravo, bravo à toi. Qu'est-ce qui a fait que justement, tu t'es lancé dans ce secteur d'activité des paiements? Tu t'es dit, bah tiens, c'est un nouveau secteur, je le trouve intéressant, c'est peut-être une rencontre. Et puis après, comment tu en es venu à jumper dans l'écosystème Web3 jusqu'au crypto-paiement? Il y a la prédestinée et il y a la destinée. C'est-à-dire, il y a la préparation pour être prêt à travailler dans ce domaine, et puis il y a l'opportunité et l'occasion d'y rentrer parce que c'est un domaine caché. Il est même parfois sensible, il est même classé, parfois secret défense, parfois systémique. Je vais expliquer tout ça après, mais bon, moi, personnellement, je viens d'un parcours qui n'a rien à voir, et qui, en fait, je ne connaissais même pas que ça existait dans les paiements. Le jour où on m'en a parlé, je pensais que c'était une blague. Sincèrement, je dis qu'on paye, mais c'est fini. En plus, on vient peut-être d'un moment où les paiements par carte n'étaient pas hyper démocratisés. Les gens payaient en espèces beaucoup plus. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, je le rappelle, 65% des paiements des personnes, des gens, sont faits avec de l'espèce, 65%. Donc, c'est encore majoritaire, le paiement en espèces. Donc, voilà, de là où je viens, on parlait de paiement, je pensais que vraiment c'était une blague, c'est pas sérieux. En gros, ce qui a fait que je rentre, que je n'arrive pas toujours à sortir de ce monde, c'est que d'abord, je suis ingénieur, donc ingénieur électronique, télécom et informatique. Je suis ingénieur, ça s'appelle multidisciplinaire, c'est un diplôme que j'ai eu au Liban, dans une faculté de génie.
qui a cette particularité d'être sur des anciens programmes, d'anciennes méthodes d'apprentissage pour les ingénieurs, de les rendre multidisciplinaires. Donc, je suis ingénieur électricité courant fort, électricité courant faible, électronique, donc tout ce qui est hardware, télécommunications et informatique. Voilà, c'est ça mon diplôme. Bon, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Et comme je ne me contentais pas de tout ça, je me suis dit, je veux venir en France pour apprendre la sécurité informatique et la sécurité électronique, physique et logique. Donc, de base, tu as en face de toi, Jean, un ingénieur, un cryptologue aussi, parce que j'ai étudié beaucoup la cryptographie, la cryptologie, donc tout ce qui est la sécurité. Et donc, de la combinaison de tous ces mondes-là, il fallait que je trouve du travail à un moment. Donc, c'est très, très bien de publier, de faire des recherches, de faire des projets, mais bon, il faut travailler. Et donc, le secteur qui a souhaité me recruter, donc ça, c'était la prédisposition. Et là, c'est l'occasion, l'événement qui a eu lieu, c'est l'industrie de paiement qui a dit, bah, tiens, non, on a besoin de quelqu'un qui connaît un peu la crypto et la sécurité. Et comme c'est un peu poussé, la carte à puce, elle a besoin d'une forte expertise dans ce domaine-là. Donc, moi, ils m'ont parlé de leur métier, ça ne me concernait pas. Pour moi, c'était juste sécuriser quelque chose, un hardware, des transactions, oui, d'accord. Et je ne voulais surtout pas faire une carrière là-dedans. Moi, je voulais faire la carrière dans la sécurité au début, dans la cryptologie, dans la cryptographie, dans la cryptanalyse. Sauf que, par curiosité, mais il y a quoi derrière encore tout ça? Ah bon, mais ça existe, un paiement, il y a des gens qui travaillent là-dedans. Ils sont nombreux. Ils sont sérieux ou pas? Visa, mais Visa, ça doit être rien, c'est une carte en plastique, c'est pas important. Et puis, ah bon, il y a de l'argent qui passe là-dedans. Mais qui les met? Comment ça marche? Ah bon, ils prennent des commissions? Ah oui, ça commence à chiffrer. Là, je regardais les chiffres, je dis, ouh là là, ça rapporte ce métier. Donc, du coup, ça m'a intrigué. Je suis rentré par la porte de la sécurité et l'ingénierie de système temps réel. Je rappelle que les paiements doivent faire des transactions en millisecondes, parfois en microsecondes. Enfin, il y a certains serveurs qui doivent avoir du temps réel très, très haute fréquence. Donc, c'est cette expertise d'ingénierie et de sécurité qui m'a fait découvrir un monde que je ne connaissais pas avant. Et ce qui m'a inspiré encore, c'est non seulement la partie technique, parce qu'il y a beaucoup de normes, beaucoup de règles techniques, beaucoup d'acteurs d'ailleurs. Et le jargon, il est trop compliqué, c'est pire que la médecine. Hein. Mais ce qui m'a intrigué, c'est la valeur derrière. Mais pourquoi ça a de la valeur? Il n'y a pas du cash, ce n'est pas de l'espèce, c'est de l'électronique. Je lui dis, bon, qu'est-ce qui donne la valeur au cash en fait? Ah oui, c'est juste une autre représentation du billet. Elle est peut-être même plus sécurisée. D'ailleurs, c'est moi qui bosse un peu sur la sécurité et je vois que la cryptographie, elle est forte. Je dis, tiens, donc ça a commencé à ouvrir mon esprit sur c'est quoi la monnaie aussi. Mais comment l'économie, elle est basée sur mon industrie, la transaction. Voilà, donc c'est ça qui a fait que je commence à rentrer dans ce domaine et je ne peux que remercier les écoles dans lesquelles je suis passé pour l'apprendre. C'est des cabinets de conseil qui m'ont formé, qui m'ont mis chez des clients comme Carrefour, Auchan, Galeries Lafayette, mais Ingenico qui est un leader mondial. D'ailleurs, je rappelle que la France est un leader mondial de cette industrie. Nous avons inventé la carte. Oui, la France est un inventeur, c'est un leader mondial dans cette industrie. La France, elle a inventé la carte à piste, elle a inventé la carte à puce, elle a le leader mondial des terminaux de paiement, c'est Ingenico. Bon, maintenant, l'avenir d'Ingenico, il est compromis, mais le passé d'Ingenico, c'était le leader mondial. Donc, on avait cette chance et on était un peu prédestiné en France de travailler dans ce domaine parce que la France est un leader mondial dans ce secteur. Voilà en petit résumé, qu'est-ce qui a fait que je rentre dans ce domaine? Ok, bah merci. En plus, on a appris quelque chose, que la France est un leader mondial. Je ne le savais pas. Merci, merci Michel pour cette information. Je pense que ça va servir, vraiment servir tout le Pionnier monde. historique, ça ne veut pas dire qu'elle fait le plus grand chiffre d'affaires aujourd'hui, mais c'est un pionnier Oui. historique dans le domaine. Ok, bah écoute, merci, merci pour cette information. Du coup, parlons de l'histoire. Donc, on est passé du système de paiement standard à un système de paiement numérique. On arrive sur un système de paiement crypto et peut-être il y aura encore d'autres systèmes par la suite. Comment tu vois, toi, de ton œil, cette évolution? C'est quoi ton observation par rapport à ce système d'évolution? Est-ce qu'on arrive quasiment à la fin de l'évolution? Est-ce que tu penses que ça va encore évoluer avec le temps? Et est-ce que tu trouves que ça évolue assez rapidement? C'est une très belle question parce qu'elle nous amène à réfléchir sur aujourd'hui et le passé et l'avenir. Donc, j'adore ces questions parce que ça parle d'une dynamique. Ça nous pousse à voir avec nos yeux une dynamique.
déjà, le premier réflexe que j'ai eu, c'est que les paiements, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est rien, ça ne peut pas être un Oui. métier. Pourquoi j'avais ce réflexe un peu naturel, que je n'ai plus aujourd'hui? C'est parce qu'on paye et c'est fini. Si je te donne, Jean, un billet d'or, enfin voilà, à l'époque, c'était des Mmh. pièces d'or et d'argent. Si je te donne la pièce d'argent ou la pièce d'or, c'est fini, je t'ai payé. Circuler, il n'y a rien à voir en fait. Au mieux, il y a peut-être une comptabilité, tu as réglé une dette, tu gardes un registre, tu gardes un livre pour dire j'ai reçu autant en paiement. Mais l'acte de paiement en soi, ce n'est pas un métier. Ça, c'était la vérité pendant très très longtemps. C'était la vérité pendant même des D'accord. millénaires. Au moins, pour être très précis, avant les années, je fais des caricatures, je raccourcis, donc je ne donne pas des dates exactes, mais par exemple de 2000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 1500, donc au moins 3000 ans, 3500 ans, c'était ça la vérité. Après, on a commencé à transformer la monnaie en monnaie papier. Alors, la vérité, ce n'est pas 1500, cette invention, elle date d'un certain Mongol, pas Genghis Khan, un de ses lieutenants, un de ses généraux et aussi un de ses héritiers, qui lorsqu'il a conquis la Chine, il a découvert que dans une ville en Chine, en fait, les Mongols, ils avaient une belle tradition pour eux, bien sûr, elle est très dévastatrice pour toute la planète, c'est qu'ils prenaient tout l'or de l'empire qu'ils envahissaient. Donc, en plus, non Mmh. seulement, bon, il y avait quand même des massacres, donc on va le dire, non seulement ils créaient des pyramides de crânes des gens qu'ils ont tués, mais en plus, ils prenaient l'or. Les crânes, ils les gardaient en souvenir pour les gens pour qu'ils se rappellent quand nous sommes passés par là. Mais eux, ce qu'ils cherchaient, ils prenaient l'or. Et sauf que dans une ville en Chine, ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont juste pas trouvé. En fait, l'or était bien caché, ils l'ont repris après, mais ils ont découvert que cette ville, elle ne fonctionnait pas avec de l'or et de l'argent en monnaie. Ils avaient du papier. Donc ça date des années 1100 de mémoire, 1200, je ne vais pas être très précis sur la date, je m'excuse. Mais à cette époque-là, ils ont découvert lors de leur C'est déjà parfait. voilà, que cette ville-là, elle avait une autorité centrale qui émettait des billets exactement comme nous entendons aujourd'hui le billet de 200 euros, 500 euros, 20 euros, etc. Exactement de la même manière. Et c'est un billet qui était un peu cryptographique dans le sens où personne ne savait écrire complètement de cette manière. Il y avait une type d'écriture, il y avait des tampons que personne n'avait à part les émetteurs de la monnaie. Donc il y avait en gros tous les principes de la monnaie papier que nous avons aujourd'hui. Exactement les mêmes. Ils ont été inventés par les Chinois. Sauf que ce n'était pas diffusé. Et ça fonctionnait très bien. Et tiens, donc ils se sont dit, mais c'est génial ça. Si on le mondialise, si on fait en sorte que tout l'empire mongol fonctionne de cette manière, on prend tout l'or de tout le monde et on impose un billet. Donc tous ceux qui nous disent que le cash, c'est bien, ils doivent se rappeler d'où est-ce qu'il vient. Pour moi, le cash, on reparlera peut-être éthique à la fin, mais de point de vue éthique, son origine, c'est les Mongols, c'est Genghis Khan, c'est les massacres et c'est le vol des peuples. D'ailleurs, c'est Marco Polo qui nous a rapporté l'histoire en Europe. C'est-à-dire que ça fonctionnait comme ça dans l'Empire mongol, mais c'était caché pour les Européens. Et c'est voilà, le voyageur Marco Polo qui rapportait que dans cet empire, le Mongol, le Khan, il a imprimé autant de billets qui pouvaient couvrir plusieurs fois la richesse de toute la planète Terre pendant des centaines d'années. Et il n'avait pas Incroyable. autant en or en face. C'était un problème d'inflation qu'avait l'Empire mongol. C'est une des raisons pour Mmh. lesquelles l'Empire mongol s'est effondré assez vite, très très Ils ont vite. fait faillite parce qu'ils ont imprimé trop de billets. Et voilà, ils ont En abusé gros. de la machine. Ils ont abusé de la machine. Et d'ailleurs, la loi, c'était quoi? La loi, c'était le commerçant était obligé d'accepter ce billet en paiement. Donc, c'est-à-dire, voilà, mon métier, il a des origines très, très, très anciennes. C'est le commerçant est obligé d'accepter ce paiement. Sinon, celui qui rapporte, donc en fait, déjà, on rémunérait les rapporteurs. Celui qui rapporte qu'un commerçant a refusé le billet émis par le Khan, on lui coupe la tête, on le brûle, on confisque tous ses biens et on les donne aux rapporteurs. Donc voilà, ça marche très bien. Ça Ah, calme c'est tout le sûr. monde. Ah bah là, Ce c'est qui fait sûr. que les commerçants sont obligés de prendre du papier qui ne vaut rien, qui ne savent même pas lire. Personne ne savait lire le chinois à Damas. On ne sait pas lire le chinois à Damas. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pourquoi des
des sectes ou des milices sont nées au Moyen-Orient, entre l'Iran, entre la Syrie, et qu'on appelle les hachachines, les assassins. Oui, C'est l'une des raisons. Je ne dis pas du tout que c'est la raison, mais ce mouvement de rébellion était motivé par le fait qu'ils nous ont pris tout notre or et on nous impose une monnaie qui n'en est pas une et qui ne vaut plus rien. Voilà, donc si je continue à te répondre à la question sur comment on fait évoluer mon métier, il est lié à l'évolution de la monnaie et aux moyens de paiement. D'ailleurs, j'y reviens que la monnaie est un moyen de paiement après, mais je reste sur cette dichotomie pour le moment. Donc voilà, on a vu avant que c'était de l'or et de l'argent, puis après on a vu que c'est des billets, sauf que cette expérience, elle a échoué. L'empire mongol s'est démantelé, il s'est effondré, et plus personne n'utilisait un billet, c'était juste une expérience qui a prouvé son échec. C'est un peu comme le communisme, qui, pour nous en Occident, il a prouvé qu'il a échoué. Voilà. Il a été testé et ça n'a pas marché. Ceux qui l'ont essayé, ils n'en ont pas eu de bons résultats après. Et donc, en gros, tout l'Empire, tous les pays au monde utilisaient l'or et l'argent, y compris en Europe, jusqu'à ce que, en France, on réinvente cette, je ne veux pas dire connerie, mais voilà, presque. On dit, tiens, c'est intéressant, on en a besoin. En fait, c'est dès qu'on en a besoin de fuir vers quelque chose qui nous fait échapper à une réalité inévitable, on pense que c'est un bon moyen. Et donc, en gros, c'était l'une des causes de la Révolution française. Une des causes de la Révolution française, pour ne pas dire que c'est la principale, c'était les billets. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en France, on était parmi les premiers à inventer une banque centrale. Ce n'est pas à 100% reconnu en telle, mais la première banque centrale au monde, elle est en réalité française, sauf que c'était un embryon qui n'a pas bien fonctionné. Mais en réalité, on a émis du papier pour dire que pour des projets du roi qui veut se financer, pour des projets qu'on veut faire en Amérique, etc., les gens peuvent souscrire et obtiennent un billet. Puis après, ces billets sont devenus des assignats. Donc lorsqu'on a fait la Révolution française, on a dit, on va confisquer tous les biens, par exemple de l'Église, parce que l'Église était riche. Il y avait aussi beaucoup de corruption, sûrement, beaucoup d'extravagance peut-être, mais en tout état de cause, l'État français, après la Révolution, il a confisqué tous ces biens-là. Il a dit, je veux émettre en face de ce collatéral des billets. Mhm. Et d'ailleurs, je me rappelle que dans un de ses écrits, Talleyrand, qui est très très bien connu, il a prévenu, il a dit, je ne suis pas d'accord, vous êtes en train d'imprimer plus que la valeur du collatéral. Et il leur a dit, attention, je ne suis peut-être pas assez intelligent, mais j'ai l'impression que ça va nous apporter des problèmes. Ouais, c'est sûr. Hein. Voilà, ils n'étaient peut-être pas tous des économistes pour prévoir l'inflation, mais c'est ce qui a fait l'inflation. D'ailleurs, ça a eu lieu avant la Révolution, et c'était l'une des raisons de la Révolution, puis ils l'ont répété après confiscation. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis trop de papier, mais on a dit exactement comme les Mongols, on a fait en France, on a dit, le commerçant, le boulanger, il est obligé de vendre le pain à un prix fixe. C'est le prix décidé par les révolutionnaires ou par l'État. Sinon, il est puni. Guillotine. Guillotine. C'est peut-être un peu plus civilisé que lui couper sa tête et le brûler, mais ça reste un meurtre pour un moyen de paiement. Voilà. C'est clair. Le problème, c'est que le boulanger, il a dit, j'ai deux choix. C'est soit je triche. Je ne peux pas vendre la baguette à 1 franc. Je ne connais plus c'est quoi le prix exact. Mais bon, imaginez que c'est 1 franc. Et sauf que moi, elle me coûte 10. Le prix subventionné par l'État, c'est 1. Mais il ne me paye rien, l'État, il m'oblige à vendre à un prix. J'ai deux choix. Soit je vends dans le marché noir à 10 francs, sinon je ne peux pas vivre, et je risque d'être guillotiné, soit je ferme. Et voilà, les boulangeries ont fermé en France. Ça fait une famine. Ça a commencé à créer une famine. Pourquoi? Parce que la France, elle ne pouvait pas plus importer du blé, par exemple de l'Algérie, ce qui a créé une grande dette de la France envers l'étranger. Parce que pour payer les étrangers avec le papier imprimé en France qui ne vaut rien, il faut être très convaincant. Il faut être Ouais, très, c'est très, sûr. très convaincant. C'est sûr. Voilà. Et donc, les pays externes qui ont dit aux Français, ça ne nous intéresse pas, votre projet de papier interne, faites-le entre vous, mais nous, on veut de l'or. Vous n'en avez plus, vous voulez quoi, nous donner une église? Je ne peux pas trop la transporter sur un bateau. Donc, ça fait effondrer, ça crée une inflation aussi en France. Voilà. Donc, il y a eu l'invention du billet, c'était suite à 2 grands échecs. Le premier, celui du Mongol, le deuxième, celui de la Révolution française. Wow. Oui, Ok. après, créer la collatéralisation, tout billet devrait avoir de l'or en face. Et là, ça a marché.
Jusqu'à ce qu'on arrive à Bretton Woods aux États-Unis et on dit après qu'on va faire le DPEG, le dollar, il n'est plus du tout raccordé à l'or. Et la France, elle a tout de Salut. suite, De Gaulle, il a tout de suite envoyé l'armée française, en tout cas, il a demandé de restituer l'or de Fort Knox. Et il a eu raison. Ok. Ça nous fait Je une continue, sacrée histoire. ouais, je continue sur l'évolution ou on passe à autre chose? Avec grand plaisir, c'est super intéressant. Bon, donc une fois que ça c'est fait, maintenant je sais un peu d'histoire, il y a beaucoup qui le connaissent déjà, tout ce que je dis, mais bon, ça fait un petit résumé peut-être. Une fois que le dollar et les billets ne sont plus collatéralisés, en fait, un billet n'a aucune valeur intrinsèque, il a une valeur extrinsèque. Il ne vaut rien, c'est un papier. Il vaut l'encre, le papier, il vaut un peu de sécurité et de conception, parce que le papier, il est quand même sécurisé, mais c'est tout. Et ça ne vaut pas C'est beaucoup. tout. En revanche, il ne vaut pas 100 dollars, il vaut pas ça. Il est juste garanti par le pouvoir de l'État. Donc, il a une valeur intrinsèque, extrinsèque, qui dépend de la confiance dans l'État ou dans La l'or. garantie. Avant, il dépendait de l'or et après, il dépendait maintenant de l'armée, par exemple, du pouvoir d'un État. Et ça marche, ça a marché, mais ça dérape encore. Pourquoi? Parce que le collatéral, il est devenu fluctuant. Le pouvoir d'un État, il est fluctuant, il n'est pas fixe. Le pouvoir d'un État, il peut être très très fort aujourd'hui, très très faible après, à cause, si c'est un royaume, c'est un problème d'héritage, si c'est un État, c'est un problème de démocratie ou de corruption, ou n'importe quoi, ou juste un problème économique. Donc, le fait de dire qu'une monnaie, elle est stable, est par définition faux, elle est stable à rien, parce qu'un État n'est pas stable. Son économie n'était pas stable. Elle peut grandir comme peut baisser. Ça a marché lorsque il y avait une inertie, comme les États-Unis, la civilisation américaine, entre guillemets, la révolution industrielle, etc., et les innovations et les gains de productivité, ça a apporté de la valeur. Jusqu'à ce qu'il y ait une crise mondiale comme les années 70 avec la crise pétrolière. On s'est rendu compte que l'énergie pèse beaucoup dans la valeur de la monnaie. Donc actuellement, tout le monde sait que les monnaies ont perdu quasiment 99,9% de leur valeur initiale. Quand je dis ça, on parle sur 100 ans. Un dollar vaut aujourd'hui un centime de dollar, à peu près, je caricature. En termes de pouvoir d'achat. Donc si un monsieur, il dort pendant 100 ans, et par miracle ou par technologie, il se réveille 100 ans après, et il a son billet de l'époque, son pouvoir d'achat, il est divisé, il perd 99% du pouvoir d'achat. Donc dire que c'est stable, c'est quand même, je ne sais pas, c'est quand même très osé. C'est pas stable du tout. En revanche, les prix des vaches depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui sont restés stables en or. La valeur en or d'un cheval, d'une vache, de certains biens, même des terrains, de certains terrains, pas tous, elle est restée stable pendant des millénaires. Pourquoi? Parce qu'elle est mesurée par une règle qui est, elle, stable. C'est pour ça qu'on a inventé le mètre. C'est pour ça que le mètre et les poids, le kilo, ils ont été inventés. Et c'est d'ailleurs Pour avoir une échelle. exactement. Et en plus, c'est une révolution française. Vous voyez, la France, elle a un vrai joli passé dans la normalisation aussi, dans les normes. On est leader mondiaux dans ce domaine, on a inventé le mètre, on a inventé beaucoup de choses. Et donc, le mètre, il ne bouge pas trop, il ne dépend pas trop de la chaleur, il ne dépend pas trop si le roi, il est fort ou il est faible. Voilà, elle a une valeur intrinsèque. Il est fixe, il est Wow. stable. C'est une des qualités de l'or. Qu'on l'aime ou pas, qu'on le considère comme une relique barbare ou pas, qu'on le considère comme l'incarnation du diable ou du mal sur terre pour certains religieux ou pas, il a une qualité, c'est qu'il est fixe, il est constant, il est égal à lui-même. Et d'ailleurs, ça on a découvert grâce à la chimie, grâce à la science physique, qu'il est là tel quel depuis des millions d'années, jusqu'à des millions d'années. En termes de temps, il est génial. C'est pour ça que le problème est devenu comment on répare la monnaie et personne n'a trouvé une solution jusqu'à ce qu'un certain Satoshi Nakamoto dit bon, l'or, c'est bien, mais pour le transférer vers la Lune ou vers Mars, si je crée des colonies, c'est pas très pratique, ça coûte cher. Un, deux, si je veux payer quelqu'un en paiement transfrontalier, lui balancer par ma fenêtre un lingot d'or, ça prendra du temps pour que ça arrive en Australie. C'est pas instantané. Puis il y a beaucoup de risques sur le chemin. Et puis ça ne rentre pas trop dans les tuyaux d'Internet. C'est un des problèmes. Pire, pourquoi Satoshi Nakamoto il a inventé Bitcoin? C'est qu'il a dit dans les paiements en ligne, un personnage
j'ai du mal à lui ouvrir un compte bancaire à la BNP. J'ai vraiment du mal. La BNP a refusé. On a essayé de lui ouvrir un compte bancaire à ce personnage du jeu. Ça a pas... Ils ont refusé le KYC. Donc, Jean, il faut vraiment se rappeler toujours pourquoi Bitcoin est né. Il n'est pas du tout né pour réformer l'industrie bancaire. Il n'est même pas né pour corriger les problèmes de la monnaie et des banques centrales. Il est né pour un problème de paiement. Et quand je dis ça, j'ai pour preuve la première phrase de Satoshi Nakamoto. J'ai créé un système de paiement sans tiers de confiance, de pair à pair. Voilà. Paiement en ligne. Il a utilisé le mot online payment. Il n'a pas dit j'ai inventé une crypto-monnaie. Il n'a pas dit j'ai révolutionné la monnaie. Il n'a pas dit je réforme les banques centrales. Il n'a pas dit je règle les problèmes de l'or et des billets. Il a dit j'ai trouvé une solution pour payer en ligne sans avoir besoin de la BNP ou de la Société Générale ou de je ne sais pas qui. C'est tout ce qu'il a fait. Une autre preuve, tous ceux qui peuvent me répondre en disant mais dans le premier bloc, il a fait la référence à une crise économique mondiale, celle de 2007-2008, pour être plus précis, et le bail-out des banques, donc en gros la banque centrale qui sauve les banques de la faillite. Oui, mais ces gens-là, ils doivent être un peu plus intelligents. Bitcoin ne prend pas une semaine pour être inventé. D'ailleurs, ils en parlaient sur les forums depuis 2006, 2007, à peu près, 2007. Donc avant la crise, lorsque Satoshi travaillait sur la création de Bitcoin, sur son invention, il n'y avait aucune crise économique. Aucune. En revanche, moi, en 2006, personnellement, Michel Kazaka, je travaillais sur des problématiques de paiement en ligne dans les jeux. C'est-à-dire que les startups venaient me voir pour me dire ça ne marche pas avec un Ingenico, ça ne marche pas avec tel Worldline ou Visa ou Mastercard ou la BNP ou Commonwealth Bank. Comment je fais pour payer en ligne des micro-paiements, des 0,1 centime? Moi, le 1 centime, c'est cher. Et donc, moi-même, je travaillais sur des solutions de paiement en ligne dans les jeux. Donc, j'avoue qu'il nous a devancé avec une très belle solution. Moi aussi, j'étais cryptographe. C'est pour ça que j'ai la conviction, j'ai la certitude qu'il a fait ça pour régler le problème de paiement en ligne. Et moi, j'étais en Australie à l'époque. À Sydney, on créait un système de paiement pour lutter contre, pour défendre la souveraineté des paiements en Australie, pour que lorsque un Australien souhaite payer un boulanger en Australie, la transaction, elle n'a aucune raison d'aller aux États-Unis. Elle n'a aucune raison. Je vais payer $1 australien pour une baguette. On ne n'aime pas trop les baguettes là-bas. Mais voilà, il veut acheter un croissant. Pourquoi Visa aux États-Unis doit être au courant et autoriser ce paiement? Pourquoi? Et donc, moi, j'ai été appelé en 2000, de mémoire, c'était 2007, 2008, puis après 2009. J'ai été appelé pour créer un système australien de paiement. Wow. On le concevait, moi et un Allemand et un Anglais, qu'on a été amené de l'Europe parce qu'on a un peu plus d'expérience dans les paiements, pour concevoir. Et comme nous étions internationaux, tous les trois, on s'est dit, mais c'est vraiment le meilleur moment pour réformer les paiements au monde. Et donc, je me rappelle très, très bien de nos discussions après les ateliers, après les workshops. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le papier de Satoshi Nakamoto. C'était parce que j'étais dans la même réflexion que lui. Et donc, j'ai dit à mes homologues, les gars, il l'a fait. Nous, on est 150 parce qu'on a recruté beaucoup de consultants pour concevoir. C'est compliqué, les paiements. Vous ne vous rendez même pas compte combien c'est compliqué. Je leur dis, mais il y a un gars, il a fait un papier, et comme c'est de la crypto, j'ai pu comprendre ce qu'il veut dire. Je dis, il a fait ce qu'on est en train de faire. Et il l'a fait pour le monde. Et il l'a fait sans avancer. Voilà, ça c'est un peu l'origine de toute cette évolution des moyens de paiement. Maintenant, après, peut-être que, enfin, en tout cas, j'ai envie de parler après de est-ce qu'un moyen de paiement est une monnaie et c'est quoi la relation entre les deux? On en parlera avec grand plaisir. Déjà, merci pour toute cette explication. La partie historique, elle est très, très intéressante. La partie actuelle, etc. Vraiment, tu nous as fait un brief complet. Je ne savais pas que tu étais en même temps que Satoshi Nakamoto à essayer de résoudre le même problème. Félicitations à toi. On voit encore une fois que tu es en avance dans tout ce que tu fais. Vraiment, bravo. C'est incroyable. Donc, toi, dès que tu as vu son invention, à aucun moment tu t'es dit, oh, c'est quelque chose de spéculatif, on va pouvoir faire de l'argent. Non, directement, tu t'es dit, waouh, c'est un nouveau système de paiement qui va permettre de simplifier notamment les paiements sur le gaming ou ce genre de choses, et donc qui va permettre de faciliter le paiement peer-to-peer. À aucun moment tu t'es dit c'est un objet spéculatif ou ça va être ce que c'est actuellement.
En aucun moment, non. En aucun moment, non, jusqu'à les années où il y a eu trop de bull run, Bah il y a oui, eu des explosions spéculatives. Mais au début de l'invention, c'était une invention entre cryptographes. Ceux qui disent des cypherpunks, je souhaite modérer ça. Il y avait des ok, cypherpunks dans la boucle, il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'était entre des cryptographes. Ça veut dire des mathématiciens et des ingénieurs qui cherchaient une solution à un problème. Alors, bien sûr, ils ont des backgrounds, bien sûr, ils ont des convictions peut-être économiques, politiques, religieuses, éthiques, j'en sais rien, morales. Peut-être même qu'ils sont des militants pour la liberté comme des cypherpunks. Mais leur caractère principal, c'était qu'ils sont des cryptographes et des ingénieurs. Et donc, si je ok, reviens à la personnalité de Satoshi Nakamoto, moi, j'ai lu le livre de The Book of Satoshi, par exemple, donc tous ses ok, écrits dans les forums, plus son papier, plus le code source un peu dans Bitcoin. Pour moi, Satoshi Nakamoto n'est pas un cryptographe. Il n'est pas un scientifique dans le monde de la recherche. Pour moi, d'après tout ce que j'ai lu de lui, c'est un ingénieur télécom. Donc, tu vois, ok, Jean, je ne dis pas qu'il est un ingénieur électricité, ni électronique. Je ne dis pas qu'il est un ingénieur informatique. C'est un ingénieur dans une catégorie qui s'appelle la télécom, le réseau. C'est un ingénieur réseau, pour être plus précis. C'est plus précis que télécom. Je vais après donner un peu les preuves. C'est mon avis personnel selon mon analyse et c'est mon filtre à moi. Donc, d'autres personnes peuvent super avoir un autre. intéressant. Alors, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que dans tous ses écrits, on voit qu'il n'est pas trop à l'aise dans l'économie. Lorsqu'il parle de l'économie, il a des notions, il a des bases, mais ce n'est pas un économiste. Il ne s'étale pas trop, il n'étale aucune science sur ce domaine. En revanche, il a des positions, il a des avis. Lorsqu'il parle de la cryptologie, il est très réservé. Il dit, j'ai utilisé tel algorithme. C'est ce que fait un ingénieur. Il ne remet pas en cause l'origine mathématique de l'algorithme, il l'utilise d'une façon comme un ingénieur le fait. Bien, il l'utilise bien. Ce n'est pas un ingénieur informatique. C'est-à-dire que lorsqu'il a développé, et il a eu des échanges avec d'autres développeurs, il a été très content d'avoir de l'aide dans le développement parce qu'il n'était pas très à l'aise dans le développement pour une autre plateforme. Par exemple, son code marchait sur une plateforme, mais il n'était pas à l'aise pour le faire marcher sur une autre plateforme. En revanche, les qualités nécessaires pour faire Bitcoin, il faut le développement pair à pair réseau. Il faut que des sockets se parlent entre elles, il faut que des ports se parlent entre elles, il faut que des nœuds échangent de la data. Donc, il faut être un ingénieur réseau pour faire ça. Et ça rappelle un peu les ingénieurs réseau qui ont fait Imule, Torrent, etc. C'est du pair à pair. Donc, il y a une très grande probabilité que ce soit un bon ingénieur, très très bon ingénieur, hein, dans le monde du réseau. Maintenant, pourquoi un ingénieur de réseau traite un problème de paiement? Ouais, C'est très totalement. probablement parce qu'il travaillait dans l'industrie peut-être bancaire. Je ne dis pas comme moi, mais il y a une part de similitude que je ne sais pas la mesurer. Parmi ses clients, je suppose qu'il y avait des banques, je suppose qu'il y avait des commerçants. Ça veut dire qu'il a une expérience, 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien combien. Il a beaucoup d'expérience. 5 ans ne suffit pas, 10 ans ne suffisent pas pour diagnostiquer un problème et lui trouver une solution en plus. Ça ne suffit pas. Parce que connaître la chaîne de valeur des paiements prend une carrière, carrément. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a plus d'expérience que moi. Donc moi, par exemple, je suis dans les buts de mes 40, actuellement, 43 ans. Je pense que lui, il est dans les 53, 55. Ok, C'est mon filtre personnel. Je pense que c'est quelqu'un qui est plus âgé que moi, de au moins 5 à 10 ans. Parce que je connais les ingénieurs de cette tranche d'âge. Je connais ce qu'ils sont capables de faire et je connais l'état de l'ingénierie informatique et réseau dans laquelle ils étaient lorsqu'ils étaient jeunes. Ils travaillent sur des technologies sur lesquelles nous, ma génération, ne travaille plus. Qui travaille sur le pair à pair aujourd'hui? Très peu. Ce n'est plus quelque chose à la mode dans le Web 2. Le Web 2, c'est centralisé. Donc, ça doit être forcément un ingénieur qui était du temps de la création du Web 1 et du Web 2. Enfin bref. Donc voilà, sur mon analyse, Satoshi Nakamoto est un ingénieur réseau qui a travaillé dans le consulting probablement comme moi par exemple, ou pas, mais pour l'industrie bancaire, l'industrie des paiements, et qu'il a connu une chaîne de valeur de l'industrie de paiement. Une partie, je ne sais pas laquelle, carte ou pas carte, wow. virement ou prélèvement ou pas, mais en gros, il est venu de ce monde-là. C'est pour ça que je me suis tout de suite associé à son projet Identifié. dès le départ, dès Ah oui. 2010. Ok. Et pour toi, parce que c'est une question que les gens se posent beaucoup, parce que bah, tu viens d'en parler, est-ce que pour toi, ça c'est une personne ou c'est un groupe de personnes?
Quelle est ta C'est une personne. sensation par rapport à ça? Une C'est une personne? seule personne. Ouais. Alors, pour avoir un avis tranché, c'est compliqué parce que personne n'a eu une preuve, moi non plus. Mais moi, j'ai des faisceaux d'arguments ou des faisceaux de preuves peut-être qui sont convergentes vers cette hypothèse. Le code source, d'origine, il est écrit pour moi par une seule personne. Le papier, pour moi, il est écrit par une seule personne. Le papier. L'idée elle-même, elle est née d'une tête d'une seule personne. Pourquoi? Je veux dire que c'est possible. Il y a rien en termes d'intelligence qui l'interdit. Une personne est capable de penser exactement comme il a pensé. Satoshi Nakamoto, une seule personne. Un autre argument. Satoshi Nakamoto, il n'a pas tout inventé. Il a repris des travaux de eCash avant lui, de Adam Back sur les smart contracts, du Hashcash. Donc, il a repris des innovations, voilà, des recherches, des innovations qui existaient avant lui. Et ça, c'est un bon travail d'un bon ingénieur ou même d'un bon chercheur. Voilà. Donc, il vient agréger, il vient construire sur un socle fort qui existait un tout petit peu avant lui. D'ailleurs, ça ne date pas depuis 100 ans avant lui, c'est juste quelques années. Hashcash, ça n'existe pas avant 1950, donc c'est relativement récent. Donc, c'est quelqu'un qui était dans une communauté de cryptologues. D'ailleurs, il était sur le forum de ces cryptologues. C'est comme ça qu'il a échangé avec eux. Mmh. D'ailleurs, il y a des Français comme Pierre Noisa ou d'autres qui étaient membres de ce forum. D'ailleurs, une remarque, Pierre Noisa, donc président de Paymium et fondateur de Paymium, pour moi, il est dans la même tranche d'âge de Satoshi Nakamoto. OK, c'est la Il belle est un peu plus analyse. âgé que moi, je ne dis pas de 10 ou 5 ans. J'espère ne pas avoir blessé Pierre, c'est un ami. Mais Pierre, il était sur le même forum d'échange que Satoshi Nakamoto. Il recevait ses mails, il recevait ce qui était écrit sur ce forum. Et donc, c'est une génération qui était connectée comme ça. Alors, moi, je pense qu'il était aux États-Unis, Satoshi Nakamoto. Je pense qu'il est américain, anglais, anglophone, parce que ce qu'il a écrit, c'est pas vraiment. Enfin, c'est quelqu'un qui est né là-bas. Il peut être d'origine indienne, j'en sais rien, ou japonaise, j'en sais rien. Mais c'est quelqu'un qui était anglais, qui vivait plutôt aux États-Unis. OK. Et donc, oui, voilà, c'est un tout petit peu mon avis. C'est une seule personne qui a agrégé ce qui se passait autour d'elle et qui a dit: je suis content, je l'ai trouvé. C'est comme ça qu'il commence son papier. J'ai réussi à faire un paiement de pair à pair sans tiers de confiance, les gars. Et vous Mmh. avez eu du mal, il y a eu des gens qui ont eu des problèmes parce qu'ils ont essayé de le faire. Et j'ai réussi, regardez. Incroyable, incroyable. Ouais, ça devait être la folie à ce moment-là, dans sa tête et vraiment grand bravo à lui, à ce qu'il a fait. Si toi, tu avais la chance de le croiser, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, Est-ce que tu t'es déjà posé alors, cette question? je me suis posé cette question autrement. Moi, je travaille depuis plusieurs années à profiler Satoshi Nakamoto dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à créer un Ouais, profil robot. Pour dire, donc c'est comme ça que je peux avoir des convictions pour dire c'est un ingénieur réseau, il était aux États-Unis, etc. C'est parce que je cherche à le trouver, entre guillemets, pas forcément physiquement, mais à le profiler, à dire que voici un profil robot de Satoshi Nakamoto. Il a fait ce genre d'études, il a travaillé chez ce genre de clients, il a publié de cette manière, il réfléchit de cette manière. Euh, donc oui, je cherche à le profiler. Donc pour moi, la première question que je lui dirais, c'est est-ce que j'ai bien filtré? est-ce que Est-ce j'ai que le juste? filtre correspond bien à toi? Question Ah très, ouais. très, très naïve et bête, mais c'est la première question que je lui dirais. Bien joué, bien joué. Bah, en tout cas, c'est assez impressionnant le travail que tu as fait pour pouvoir éventuellement analyser cette personne, analyser qui il est, quelle génération, ce qu'il fait, comment il a fait. Enfin, franchement, c'est assez impressionnant parce qu'il y a beaucoup de gens qui spéculent, qui donnent leur avis autour de ça. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont autant travaillé le persona que toi. Et franchement, félicitations, félicitations à toi En revanche, pour ce- il y a des zones d'ombre, Jean, hein. Donc, juste pour faire pas warning, mais en Ouais, disclaimer, ça ne veut pas dire qu'il était lui seul. C'est-à-dire que lui, il a rédigé le papier, lui, il a publié, lui, il a rédigé le code de Bitcoin, mais probablement il était dans un groupe avec qui il travaillait sur le sujet. Typiquement, lorsqu'il parlait avec Alfinet, alors bien sûr, Alfinet n'était pas dans le groupe au début, mais c'était parmi les premiers, la première transaction a été faite avec un autre cryptologue. Voilà, donc d'accord. probablement, il était entouré d'une communauté. Cette communauté, elle a peut-être eu un rôle important dans la conception. Mais encore une fois, le papier, pour moi, c'est une seule personne, et le code du premier Bitcoin Core, c'est une seule personne. Voilà, c'est mon avis.
OK, merci pour ce partage. C'était vraiment, vraiment intéressant et super passionnant. Je pense que beaucoup de gens qui vont nous écouter auront le même avis. Est-ce que tu peux nous expliquer, un petit peu, value chain? Parce que là, du coup, on a eu la base des systèmes de paiement, les systèmes de paiement en entier. On sait que, voilà, value chain, c'est du consulting sur énormément de sujets, enfin, surtout sur la partie paiement, mais sur vraiment un scope très, très large parce que tu es tellement brillant que tu peux faire plein de sujets. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup un petit peu, c'est quoi Value Chain, quel est l'objectif, comment vous travaillez, voilà, puis qu'est-ce que vous faites? Alors, Value Chain est un cabinet de conseil. Le métier de conseil, c'est un métier qui est peut-être connu par certains, pas du tout connu pour d'autres. Donc, commençons déjà par expliquer c'est quoi le métier du conseil. Allez. Bon, quand j'ai commencé à devenir consultant, parce qu'on ne le n'est pas, personne n'est consultant, hein, ça n'existe pas ça, on peut, exactement comme les paiements, on peut dire mais c'est du vent, il n'y a rien. Donc je suis conscient de cette. C'était mon premier réflexe, même à moi. Voilà. Donc si quelqu'un peut le dire, de conseil, c'est du vent, je peux comprendre son réflexe. Comme le métier de paiement n'existe pas, et si, c'est très profond aussi. Pareil pour le métier du conseil. Le métier du conseil est un métier très, très, très délicat et compliqué parce qu'il faut avoir beaucoup d'expertise, ou bien beaucoup de méthodes, ou bien les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup d'expertise, c'est quelqu'un qui est expert dans un domaine, comme un ingénieur, il est expert en ingénierie, logiciel, réseau, ou en cybersécurité, c'est comment on sécurise des systèmes, ou en intelligence artificielle, ou en blockchain, etc. Donc c'est quelqu'un qui sait faire. Mais quelqu'un qui sait faire, ce n'est pas un consultant. Un ingénieur n'est pas un consultant. Un ingénieur, il peut concevoir, il peut implémenter, et voilà, et il le fait très très bien. Mais à quel moment on peut dire qu'un ingénieur, ou bien qu'un marketeur, quelqu'un qui est dans le marketing, quand est-ce qu'on dit qu'il est devenu un consultant? C'est lorsqu'il arrive à accompagner un autre, par exemple un client, à réussir son projet. Donc maintenant, pour vous raconter une petite analogie de c'est quoi le métier du conseil, le métier du conseil, c'est pas d'être le héros de l'histoire. Vous connaissez tous peut-être le film de The Lord of the Rings, Le Seigneur des Anneaux. Comment il s'appelle l'héros qui porte la bague? Comment il s'appelle? C'est Frolon? Frogon? Frodo, voilà, pour de mémoire comme Ouais, ça. quelque chose comme ça, ouais. Frodo. Frodo. Et comment il s'appelle son ami qui est un peu gros comme ça, qui est parfois maladroit? Bilbo Gollum? Baggins, peut-être. Ah, Non, peut-être ouais. c'est Bilbo Baggins. Voilà, c'est pas le héros. Peut-être même que Jean, tu ne te rappelles même pas de son nom parce que ça t'a pas trop marqué. C'est son ami qui est un peu gros, qui veut le suivre absolument, qui veut l'aider un peu, mais c'est pas l'héros de l'histoire. En fait, dans le film, on est tous conscients que Frodo, celui qui a la bague, l'héros de l'histoire, il ne peut pas réussir sans l'aide de son ami. Si son ami n'était pas avec lui pour le porter, pour l'aider, pour l'encourager, il n'aura jamais réussi sa mission. C'est ça le métier du consultant. C'est d'être la personne qui se cache derrière le héros. Et le héros de l'histoire, c'est le client. Le client, ça peut être, par exemple, voilà, l'analogie qui va bien, si moi, mon client, c'est la banque, donc c'est que cette entité de la banque, elle réussisse son projet, moi, de toute façon, je vais m'effacer de l'histoire après. Moi, je vais venir les aider à réussir un projet. Ils vont se l'approprier, ils vont garder le succès pour eux, et moi, je vais partir. Je serai payé, je serai rémunéré pour cette prestation, pour cette mission. Et ma mission, c'est d'être l'ami de l'héros et d'aider OK. l'héros de l'histoire à être l'héros. Sinon, il ne sera pas l'héros, il va échouer. Donc voilà, c'est au moment, lorsque l'ingénieur, ou lorsque le responsable marketing, ou lorsque le commercial, voilà, parce qu'on peut être consultant dans différents métiers. Donc c'est lorsque l'expert, par exemple l'ingénieur, il arrive à aider un autre ingénieur ou un autre client à lui réussir son projet, et lui, et après s'effacer, ce savoir-faire, on l'appelle le métier du consulting. Il y a des proverbes dans des religions anciennes, même il y a un proverbe arabe qui dit comment le roi il avait des conseillers. On sait tous, les rois avaient souvent des conseillers. Et parfois, ça dérapait dans des comédies. Il y a des comédiens français comme Molière qui ont critiqué les conseillers du roi. Chacun disait comme il veut. Mais à l'origine de l'histoire, pourquoi le roi avait le devoir de demander un conseil? C'est parce que c'est sage de le faire. C'est de la sagesse. Et donc, un critère de succès du métier du conseil, c'est de dire quoi? C'est de dire demander conseil. Pour réussir, il faut être ferme. Le proverbe, littéralement, il dit pour réussir, il faut être très, très ferme. Et pour être très, très ferme, il faut demander beaucoup de conseils. Et comment on demande conseil?
c'est en protégeant la confidentialité des conseillers. C'est en gros, on demande des conseils séparément à différents conseillers et on garde confidentiel leurs conseils. Il ne faut pas partager le conseil d'un conseiller entre conseillers ou avec d'autres. C'est parce qu'il faut se forger une conviction sur la base de différents conseils qu'on a reçus. Donc voilà, Ouais. pour terminer la parenthèse du métier de conseil, c'est un métier relativement noble, qui peut parfois être déviant aussi, hein, comme tout, mais en réalité, c'est un métier noble, qui nécessite beaucoup d'expérience dans la vie, beaucoup d'expertise et beaucoup de méthodes pour aider quelqu'un. Et donc, à Value Chain, j'apporte cette expertise dans un domaine qui est le métier des paiements. Une autre expertise, c'est la cybersécurité. Une troisième D'accord. expertise, voilà, donc premier, c'est métier paiement, cybersécurité, l'ingénierie, c'est-à-dire réaliser des choses, construire des choses, trouver des solutions. C'est ça, ingénieur. Ingénieur, c'est quelqu'un qui trouve une solution à un problème. Et l'innovation, donc c'est ces 4 piliers-là, et Ok. faire conseil avec. C'est ce que fait Value Chain. Et elle fait ça, mon entreprise, elle fait ça dans un domaine particulier, c'est le domaine des paiements. Et le domaine des paiements veut dire, c'est pour tout le monde. Parce que les clients du domaine des paiements, c'est les banques, les commerçants, les industriels. C'est quasiment le plus vieux métier du monde, mais sans rentrer en concurrence avec un autre métier un peu moins vu, un peu moins. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est un des premiers métiers du monde. Tout le monde a l'échange, c'est l'échange humain. Voilà, c'est l'échange humain. D'accord, ok. Peut-être pour donner quelques exemples de clients aussi, donc Value Chain accompagne actuellement différents clients, banques centrales, banques, sans les nommer, des commerçants, mais des exchanges crypto aussi, dans différents besoins qu'ils ont. Parfois, c'est de la conformité, c'est-à-dire que des banques ou des exchanges veulent se conformer à des normes. Alors oui, effectivement, je dois mettre le site à jour, ça c'est des anciens clients qui sont toujours là, C'est mais il y en a déjà beaucoup énorme. d'autres. Oui, ils sont toujours des clients d'ailleurs, tant mieux. Je suis content de ça. Par exemple, il y a des normes de sécurité comme NIST, comme PCI DSS, comme ISO 27001, comme la RGPD. C'est un métier qui est très régulé, le métier des paiements et la sécurité. Donc, on accompagne ces clients dans la conformité. Mais il y a aussi MiCA, il y a PSAN dans les mondes exchange. Donc, on les accompagne dans la conformité. Il y a d'autres clients, on les accompagne dans la réalisation de projets d'ingénierie, typiquement des assureurs qui veulent profiter de l'intelligence artificielle et du savoir-faire d'ingénierie temps réel et de masse, parce que quand on traite des paiements, on traite des millions de transactions par jour. Donc, c'est Ouais. une autre échelle, c'est une autre échelle en termes d'ingénierie. Et donc, parfois, des métiers qui ont beaucoup de données, par exemple des dizaines de milliers de contrats, voilà, des très grandes quantités de data, et qui veulent les traiter, ils font appel à des gens de notre métier, le métier des paiements, parce qu'ils savent traiter en ingénierie une grande quantité de données. Donc, on les aide à utiliser voilà, des systèmes experts et de l'intelligence artificielle, par exemple, pour analyser des contrats, pour industrialiser des services ou automatiser des services. Par exemple, comment on crée un compte automatiquement sans que ça prenne du papier, du temps, des employés qui valident. Donc, pour que ça soit complètement automatisé et instantané. Je travaille aussi sur des projets d'euro numérique. Voilà, monnaie numérique de banque centrale. On en reparlera probablement. À Value Chain, on fait beaucoup de formations aussi. Alors, il y a Ouais. les formations et les enseignements, l'enseignement à l'université. Mais les formations, c'est pour les CAC 40, pour les grands industriels, pour les dirigeants des entreprises, pour les employés aussi, pour comprendre que ce soit les paiements, que ce soit des normes, mais surtout la blockchain et ses cas d'usage. Donc, l'adoption de la blockchain dans leur métier et les crypto-paiements, comment on adopte les crypto-paiements. Voilà, on fait à peu près tout ça, on couvre tous ces spectres de besoins à Value Chain. Waouh! Ah bah, c'est assez large et on voit que c'est vraiment très focus sur une seule et même objectif, le système de paiement. Vraiment félicitations à ça et surtout, comment apporter de la valeur à des grosses entreprises qui peuvent être confrontées à ce genre de difficultés. Comment innover dans le système de paiement et toi, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu peux les accompagner sur du long terme. Vraiment félicitations à toi. Quel est le meilleur moyen pour te contacter ou pour contacter Value Chain? Euh, il y a l'adresse mail hein, qu'on peut communiquer, hein, Kazaka, ou oui, contact@valuechain.pro, c'est très bien. LinkedIn, c'est un canal que je suis autant que je peux, mais c'est toujours utile. OK. Je les regarde avec une latence variable, malheureusement. Voilà, c'est déjà 2 canaux assez standards. Il y a aussi Twitter. Twitter, c'est OK. occasionnellement, malheureusement.
OK, bon, bah, en tout cas, tu es quand même assez présent partout et tu permets aux gens de pouvoir te contacter, assez rapidement. Maintenant que toi, donc tu es dans le système de paiement depuis, 16-17 ans, comment tu vois d'un œil le système des cryptomonnaies actuel et surtout futur? Est-ce que tu penses qu'il arrive dans une bonne direction? On voit qu'il y a de plus en plus de gros, acteurs qui se mettent dans l'écosystème. Par exemple, voilà, BlackRock, tu le sais très bien. Donc, est-ce que toi, tu prends ça d'un bon œil? Est-ce que tu trouves que c'est positif pour l'écosystème des cryptos, pour les systèmes de paiement? Ou est-ce Mm. que tu trouves que c'est peut-être pas les meilleurs acteurs? Donc, si la question c'est comment je vois la croissance de l'écosystème des crypto-monnaies et des crypto-actifs, la croissance, elle est mesurable par de très bons chiffres, hein. On sait qu'il y a aujourd'hui plus de 580 millions à peu près Ouais. de porteurs crypto. C'est-à-dire que les personnes qui détiennent les cryptos au monde, c'est quand même un grand paquet aujourd'hui. C'est plus qu'un pays. C'est beaucoup plus qu'un pays, c'est un continent. C'est pas 7 milliards, mais 580 millions, c'est déjà la moitié d'un milliard. Donc, c'est déjà pas mal. Et en termes de croissance, c'est à peu près 40% par an. Euh, Ça dépend comment on mesure. Tous ces chiffres, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes. Mais voilà, il y a une très, très forte dynamique. Alors, si ce n'est pas 40% et c'est 20%, 20%, c'est gigantesque quand même. Où est-ce qu'on peut trouver cette croissance aujourd'hui? Ouais, nulle Ça veut part. dire que l'adoption, elle est relativement exponentielle. Et moi, je crois, enfin, selon mes mesures aussi, c'est une croissance exponentielle. Je rappelle aux gens que les courbes exponentielles sont très bizarres. Elles sont très contre-intuitives. Si en fait on ne voit rien, au début de la courbe, elle est très, 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 très basse. Très, très basse. Donc, du coup, les gens qui mesurent la croissance disent, c'est encore rien. Ils sont minoritaires encore au monde. C'est la preuve que c'est un échec. Ah oui, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne une courbe exponentielle. C'est qu'au début, elle est lente et elle est très, 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 très rapide après. Très, très rapide. Mais comment on peut prouver que c'est une croissance exponentielle? Ça, c'est que des maths. C'est qu'à chaque fois, la croissance augmente. Donc, elle s'accélère. Voilà, la vitesse augmente, donc l'accélération augmente. Et c'est le cas. C'est le cas dans l'adoption aujourd'hui. Et ça, on peut le dire. Typiquement, en France, on a des nouveaux chiffres qui disent que, je ne sais plus, c'est la DAN qui a publié ça C'est avec 12 KPMG. je crois, ouais. Mmh. Oh, 18% de mémoire, je vais quand même regarder. 18? Ouais, je regarderai le chiffre, je ne veux pas dire des contre-vérités, mais si j'arrive à le retrouver, ouais, c'est 12%. 12%. Ah, 12 ouais. Oui, 12% en 2023. Donc 12%, c'est plus que 8%. De mémoire, c'était 8% l'année dernière. Donc c'est quand même une grande croissance en France. Donc Et 12 pour moi, pour les gens qui ont pas compris, c'est le nombre de propriétaires de cryptomonnaies en France, ce qui est en France, énorme. voilà. Ce qui est supérieur, 12%, largement supérieur à ceux qui détiennent des actifs en France, ceux qui achètent Ouais, des titres ou qui jouent à la des bourse, quoi. obligations, des ouais, ouais, C'est 8 millions. 8 millions de Français, relativement. c'est fou, c'est 8 fou. millions, c'est quand même beaucoup. Alors, ce n'est pas 60 millions, mais, mais ce n'est pas rien, 8 millions non plus. Donc, c'est une croissance très, très forte. Et donc, ça commence à faire des alarmes partout, dans toutes les administrations qu'on peut imaginer. La croissance, elle est là. Après, ça ne suffit pas. Parce qu'on peut dire, ce sont tous des spéculateurs. Une belle insulte, vous êtes tous des spéculateurs. Bon, la personne qui se sent insultée, c'est qu'il est vraiment un spéculateur. Les personnes qui ça ne les intéresse pas, en fait, ils font autre chose en réalité. Ils achètent Mmh. en tant que réserve de valeur peut-être. Mais rappelle-moi de revenir sur réserve de valeur, moyen de paiement et monnaie. La différence entre Allez, les trois. Peut-être pas tout de suite, mais pour continuer sur la croissance, les transactions aussi sont en train de croître. C'est-à-dire que sur Bitcoin, il y a à peu près 400 000 transactions par jour. Et Bitcoin Lightning augmente aussi. Donc, on voit qu'il y a une dynamique de croissance de transactions et de commerçants qui l'implémentent, qui l'adoptent en plus. Donc, voilà, actuellement, les crypto-monnaies sont bien utilisées, ils sont en croissance, et tous ceux qui les accusent d'être du charlatanisme ou du vent ou un scheme du Ponzi, Ponzi, ouais. pour le moment, ils ont tort. Et pour moi, s'ils ont tort pendant 500 ans et qu'ils ont raison dans 500 ans après, ça me va. 500 ans, c'est déjà large. Fondamentalement, je pense qu'ils ont tort. Et le temps prouve pour le moment qu'ils ont tort. Et donc, peut-être là s'ouvre la question, c'est est-ce qu'ils l'achètent parce que c'est une réserve de valeur seulement, ou est-ce que c'est parce que c'est un moyen de paiement? Et pour moi, c'est une question fondamentale. On peut la D'accord. traiter?
Ah, avec grand plaisir parce que j'attends la réponse du coup. Tu nous as teasé en nous disant c'est l'un ou l'autre. J'aimerais bien ton avis. Ben, merci pour l'opportunité de traiter ce sujet parce que c'est un sujet qui fait débat, c'est un sujet très compliqué et je risque d'être à contre-courant d'une pensée un peu dominante dans l'écosystème crypto, mais Allez, c'est de guerre d'échanger. Euh, tous ceux qui disent que Bitcoin est une excellente réserve de valeur, ils n'ont pas tort sur certains fonds, mais ils ont tort fondamentalement sur la raison pourquoi Bitcoin peut devenir une réserve de valeur. Il ne l'est pas aujourd'hui. S'ils ne veulent pas me croire, je peux les référer au papier de Nassim Taleb qui prouve que la valeur de Bitcoin ira à zéro à 100%. La valeur de Bitcoin s'effondrera. Et dans sa théorie, Nassim Taleb, il prend l'hypothèse que Bitcoin ne circule pas en paiement. Effectivement, si on prend un actif et on fait que le thésauriser, et s'il est en plus rare, sa valeur ira à zéro. Ça ne vaudra plus rien. Imaginons que nous avons tous 1 million d'objets rares et que moi je cumule 10. Jean cumule 100. Et puis à un moment, un petit groupe de personnes, par le mécanisme de l'économie, continue juste à s'accaparer une partie, sans jamais dépenser, parce que le but, c'est de thésauriser et dépenser autre chose. La valeur de cet actif ira à zéro, par définition. Et il y a une preuve mathématique, enfin une preuve théorique et logique que Nassim Taleb donne. Pour ceux qui ne se rappellent pas, Nassim Taleb, c'est quand même quelqu'un d'intelligent, c'est pas un YouTuber comme moi, par exemple, qui raconte un peu des histoires, non, je plaisante. C'est un statisticien, il a publié des livres sur le signe noir, sur le skin in the game, et donc il est très sérieux, mais il a une erreur, c'est qu'il ne prend pas en compte la circulation. Et oui. j'ai essayé de lui écrire, je prépare un papier pour répondre à son papier, qui sortira dès que je le termine. Mais en gros, il a juste une erreur, c'est qu'il y a une hypothèse qu'il ne prend pas, c'est si ça circule. La vitesse de Effectivement, circulation de la monnaie, c'est ça? c'est la vélocité, oui, tout à fait. On appelle ça Ouais. la Ok. vélocité. Donc si ça circule, sa valeur n'ira pas à zéro. C'est comme dans les équations de PV égale m cube. Enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail de tout ça, mais restons sur la logique de dire qu'un vélo qui ne circule pas tombe. Je peux faire une prédiction. Le vélo va tomber à 100%. Oui, s'il s'arrête. Mais tant qu'il marche, tant qu'il roule, il ne tombe pas. C'est par conception, il est fait comme ça. Et cette même analogie s'applique à Bitcoin. La question fondamentale devient maintenant, c'est quoi une monnaie et c'est quoi ses attributs? Et tout le monde commence à connaître aujourd'hui les attributs d'une monnaie en disant que c'est une réserve de valeur, un moyen d'échange et une unité de compte. Sauf que c'est faux, parce que ce ne sont que des attributs, ce sont des adjectifs, ce ne sont pas une définition. Dire que Jean mange, dort et marche, oui, oui, bien sûr, il peut faire ça, mais ce n'est pas sa définition. Il est bien plus que ça. Il réfléchit, il a des idées, il a des sentiments, il a une vie, il a des envies, il a des projets. Voilà. Donc, définir Jean ou un humain par 3 attributs, c'est très réducteur et c'est faux comme une définition. Bon, pour réparer ce problème, c'est comment on peut définir une monnaie dans ce cas-là. Alors, pour rappel, c'est Aristote, parmi les premiers, qui a défini une monnaie en disant qu'une monnaie est une mesure du travail. Et puis, il y a Platon qui l'a contredit, qui a dit « Ouais, bon, t'es gentil, mesure du travail, je fais un trou, et puis mesure du travail, je bouche le même trou. La résultante de ce travail, elle est nulle. Je mesure quoi, là? Qui a plus de valeur, le premier ou le deuxième? Donc, c'est faux. On ne peut pas dire que la monnaie, c'est la mesure du travail. C'est juste une convention sociale, comme on dit aujourd'hui pour éviter le troc, ce qui est faux. Mais comme on dit aujourd'hui, c'est pour éviter le troc, c'est un tiers de confiance, c'est une étape intermédiaire d'un échange. Et donc, le fait de dire que ce n'est qu'une convention sociale enlève la partie travail et énergie, par la définition d'Aristote. Et puis, il y a eu César. Enfin, César, ça c'est ce que Charles Gave essaye de rappeler toujours en disant que pour sauter de Aristote à Platon à César, qui a dit la monnaie, c'est moi. La monnaie, c'est l'armée. C'est le monopole du pouvoir, légitime ou pas, mais c'est un monopole du pouvoir. Je coupe la main d'un falsificateur. Celui qui essaie de forger un dinar, un denier falsifié, il risque la mort au temps de César.
comme un peu avec les Mongols, mais au moins c'était de l'or. Voilà. C'était de l'or, c'était pas un papier. Donc voilà, ça date avant Genghis Khan. Et donc cette définition de la monnaie, elle n'a jamais été stable par les philosophes. Mais elle a été stable par les petites gens. Pardon pour le mot petites gens, je veux dire par la masse. Les gens ne se trompaient jamais de définition. Ils savaient ce qui avait de la valeur pour eux. C'était l'or. Un peu d'argent aussi, mais c'était l'or qui avait de la valeur. Donc que le roi dise ce qu'il veut, qu'il décrète ce qu'il veut quand il veut. Lorsque les Chinois voulaient prendre les pièces d'or de l'Empire romain, ils disaient non, on ne veut pas cette pièce-là. Cette pièce-là ne contient pas assez d'or. On veut la pièce des 2 rois d'avant, des 2 empereurs d'avant. Celle-là, elle avait une tenue en or acceptable. Et donc, on ne peut tromper que soi-même en réalité. On peut dire à notre peuple que la valeur faciale, c'est 5 dinars, mais en fait, la valeur intrinsèque en or, c'était 4 ou je ne sais pas combien, mais pas 5. Et donc, cette tricherie ne marchait pas avec l'armée. Et l'armée disait non, 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 moi, on me paye avec la monnaie de l'empereur d'avant. Voilà. Et donc, on ne pouvait pas tricher, même avec de l'or. Donc, pour répondre à la question d'où vient la valeur, en fait, les 3 attributs, ils ne sont pas à pied d'égalité. Ça, c'est mon analyse, c'est ma contribution en tout cas. C'est de dire que d'où vient une unité de compte? C'est de dire que ça c'est 10, ça c'est 20, ça c'est 35. Ça c'est une unité de compte. Alors ça peut être du mètre, du kilo ou une mesure en poids d'or. Par exemple en poids d'or. Alors pourquoi ça fonctionne avec de l'or? Parce qu'il ne change pas de poids. Son unité, sa densité, la densité de l'or, elle est stable, elle est fixe. Et on ne peut pas faire de l'or artificiellement, en tout cas, ça coûte infiniment en énergie pour le faire. Donc, ce n'est pas rentable pour celui qui veut fabriquer. Et ça coûte très très cher de le miner en énergie. Donc, il est devenu relativement une bonne mesure de l'unité de compte. Mais est-ce qu'il est une réserve de valeur? Comment l'or est une réserve de valeur? C'est lorsque moi je prends de l'or et je le mets par terre et je le cache, par exemple dans le sous-sol, ou sous le lit ou sous le matelas, et je me réveille 100 ans après et je veux l'utiliser. Je suis très surpris et agréablement surpris qu'il a encore de la valeur. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a gardé de la valeur? Qu'est-ce qui a fait? C'est seulement parce qu'il a circulé entre-temps. Et seulement, et quand je dis seulement, c'est uniquement parce qu'il a circulé entre-temps. S'il n'a pas circulé entre-temps, sa valeur aurait été ramenée à 0. Exactement comme le vélo qui ne marche pas, il tombe. Il y a des histoires réelles là-dessus que je peux raconter. C'est une légende au début de temps de la chrétienté. Il y a certains chrétiens qui sont cachés dans une grotte, ayant peur des Romains qui voulaient tuer les chrétiens. Voilà. À un moment, il y avait des petits conflits entre les Romains et les chrétiens. Il y a eu quelques massacres. Et donc, ces chrétiens se sont cachés dans une grotte. Ils ne sont jamais sortis pendant peut-être 50 ans. Je n'ai pas le chiffre exact, mais cette légende, elle est bien connue. Mais comment on a découvert que ces gens-là étaient cachés pendant 50 ans? C'est que 50 ans après, ils sont sortis, ils ont essayé de payer avec une monnaie dans un village pour acheter un peu de vivres et revenir se cacher dans leur grotte. Et le commerçant a reconnu que la pièce, elle date de plusieurs rois anciens qui n'existent plus. En fait, l'Empire, il a disparu. Et donc, c'est comme ça qu'ils les ont découverts, qu'ils ont raconté toute leur histoire. On leur a dit que l'Empire est devenu chrétien, vous pouvez sortir de votre cachette, c'est fini. Mais pourquoi leur or avait gardé de la valeur alors qu'il avait un tampon, une valeur faciale différente d'un autre roi? Pourquoi ça a gardé de la valeur? C'est qu'entre-temps, on a utilisé l'or encore. Il a circulé. Et d'ailleurs, quand on dit une unité de compte, c'est un transfert de valeur dans l'espace. Et quand on dit une réserve de valeur, c'est un transfert de valeur dans le temps. Et la monnaie, elle a ce pouvoir relativement magique. C'est une très très belle invention qui transporte de valeur dans l'espace et dans le temps. Je pars au pôle Nord, ou en Australie, ou à Dubaï, l'objet, il a une unité de compte qui est mesurée par 10, 30, 20, 1000, etc. C'est dans l'espace. Je peux le payer, je peux l'acquérir dans cet espace. 100 ans après, je prends mon bitcoin ou ma pièce d'or, allez, restons sur les pièces d'or, ils ont transféré la valeur de mon travail dans le temps. Ils ont transféré un pouvoir d'achat dans le temps. Donc, c'est un transfert d'énergie stockée que j'ai pu dépenser 100 ans après.
Donc voilà, si on veut modéliser l'objet monnaie, c'est une des bases du papier que je suis en train de préparer, mais qui n'est pas encore terminé. Mais pour au moins partager avec vous mon modèle de la monnaie, c'est un objet qui permet de transférer le travail et l'énergie dans l'espace et dans le temps. Et donc, le fait de dire que c'est une réserve de valeur n'est qu'une conséquence temporelle, et le fait d'être une unité de compte n'est qu'une conséquence spatiale, mais la source de valeur, elle vient de la circulation. Et qui dit circulation dit des échanges. Je paye Jean, Jean paye Jacques, Jacques paye Paul, etc., jusqu'à l'infini. Et cette circulation-là, elle garde la valeur et elle la maintient dans le temps et dans l'espace. Et c'est ça qui fait transférer la valeur. Maintenant, pourquoi la circulation se fait? C'est parce qu'il y a acceptation et attractivité. C'est-à-dire que le commerçant, il dit, tu ne me trompes pas, je ne prends que cette pièce-là, celle-là, elle a de valeur. Le billet de Genghis Khan, je l'ai accepté parce que tu vas me tuer, mais moi, je le refuse. Donc, il n'y a pas une acceptation naturelle, il n'y a pas une attractivité naturelle. Alors, l'or, il a cette caractéristique. Il a une attractivité naturelle parce qu'il était associé à deux choses, aux divinités et au pouvoir, le roi. C'est-à-dire que dans les temples, les statuettes des idoles, c'était fait avec de l'or. Et le roi, il avait des bijoux en or. Et donc, c'était cette attractivité-là qui a fait que tout le monde aimait cet objet. Donc voilà, il y a une attraction aussi. Il a un pouvoir d'attraction. Voilà, ça c'est un tout petit peu mon analyse, mon résumé, ma contribution sur d'où vient la valeur d'une monnaie. Elle vient par l'acceptabilité, l'attractivité et son usage en paiement. Et de ça découle la fonction réserve de valeur et la fonction unité de compte. Ok. Waouh! Et bah là, je pense que je pense qu'on a appris énormément de choses. Bah, incroyable, Michel, franchement incroyable. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses et on sent vraiment la passion que tu as derrière. Et on sent que c'est pas juste une idée que tu jettes comme ça, c'est un travail de longue haleine. Et comme tu dis, tu es en train de travailler un papier là-dessus, tu veux développer encore plus ton idée. Enfin, c'est formidable. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent autant que toi et surtout de cette façon de vulgariser. Parce que c'est bien d'en avoir plein la tête, mais il faut savoir le transmettre. Toi, tu es incroyable là-dessus. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que tu as des formations et tout. J'ai On y besoin moi-même. reviendra. Je fais ça pour moi-même déjà. Je vulgarise pour que moi-même je comprenne. Pour que tu comprennes ce que tu as dans la tête. Incroyable. Non, franchement, bravo. Comment justement tu arrives à transmettre ça aux entreprises et aux professionnels que tu accompagnes? Comment tu arrives à leur expliquer pourquoi il est crucial de se former, d'apprendre et de comprendre la technologie de la blockchain et des crypto-payments? Parce que ce n'est pas forcément évident pour des entreprises, on va dire. euh, Bah voilà, c'est pas du retail, c'est pas du curieux. Souvent, voilà, c'est des gros blocs, c'est difficile à les faire bouger. Comment toi, tu arrives à à les accompagner jusqu'à les former pour qu'ils comprennent leur avantage? Les entreprises, il faut les comprendre. Ils ne sont pas là pour réfléchir de façon stratégique. Ils sont là pour servir leurs clients. Chaque entreprise a ses clients. Les clients peuvent être des consommateurs ou peuvent être du B2B qui travaille. Et donc, ils ont un devoir de surveillance du marché, ils ont un devoir d'innovation, mais leur devoir principal, c'est l'opérationnel. Donc, ils sont que dans l'opérationnel. C'est malheureux, mais c'est comme ça. La société, l'économie a besoin des gens opérationnels qui font. Par exemple, une banque, elle fait beaucoup de choses. Par exemple, elle traite des transactions, elle donne des crédits. Elle n'est pas là dans des réflexions stratégiques sur c'est quoi la monnaie, pourquoi elle est comme ça, est-ce que le crédit c'est mal ou bien. Elle doit servir une fonction et elle la fait bien. En revanche, on a trouvé des sociétés, des entreprises mourir parce qu'elles n'ont pas vu venir des innovations technologiques disruptives. Alors, Nokia n'est pas encore mort. Kodak. Voilà. Mais Kodak, Nokia, voilà. C'est quelques exemples comme ça. Même IBM, elle n'est pas morte, mais elle a subi beaucoup à cause de Microsoft, d'Apple, etc. Donc, cette entreprise pense qu'elle est dans l'opérationnel, elle le fait très très bien, et elle loupe un créneau qui vient lui manger une part du marché ou juste la rendre obsolète, complètement obsolète. Et c'est là où la formation est indispensable. Les entreprises aujourd'hui commencent à être conscientes qu'elles ont besoin maintenant d'adopter et d'apprendre à adopter la technologie blockchain, mais elles sont conscientes qu'elles n'ont aucun client là-dessus aujourd'hui. C'est malheureux à dire, mais c'est une vérité. C'est-à-dire que moi, dans mes statistiques et dans mes discussions avec les clients que je fais,
je me rends compte qu'ils me disent, j'ai aucun client qui me demande ça, pour le moment, parce que leurs clients ne sont pas prêts non plus. Même leurs clients, ils ont besoin de formation. Mais on est conscient que si on ne le fait pas, quelqu'un va le faire à notre place et on risque d'être à la traîne. Donc, c'est déjà un bon début. Bon, on est quand même, il y a eu 2008-2009, on est en 2024. Il y a quand même eu plus de 13-14 ans là qui sont passés et c'est maintenant qu'ils sont conscients de ce sujet. Et donc, c'est pour ça, comme tu l'affiches, moi, je donne des formations en ligne et des formations en présentiel. Les entreprises peuvent venir sur ce site, bon, acheter la formation et la faire, c'est une formation de 2 jours, faire à leur rythme, comme des modules en MOOC, en e-learning, ou bien, très souvent, en présentiel, ils me demandent pour que je vienne passer. Il y a différents modules, il y a des formats de demi-journée, des formats de 2 jours, des formats d'une journée. Le format de 2 jours, c'est le plus adapté, il est condensé, mais il y a des ateliers là-dedans, il y a des cas d'usage étudiés pour le client dans son métier, il y a des retours d'expérience dans son industrie qui sont faits. C'est pour ça que je recommande toujours le format de 2 jours en présentiel. En plus de l'enseignement, donc moi j'enseigne aussi dans les universités. Alors à la Sorbonne, je contribue à un cours existant pour les masters banque finance, mais à l'ESME, qui est une grande école d'ingénieurs de cybersécurité, je leur donne un cours de plus de 30 heures, 34 heures à peu près, de transactions sécurisées sur blockchain. Donc en gros, la sécurité des transactions sur la technologie blockchain. Donc elle est bien précise celle-là. Et c'est important de former de nouveaux ingénieurs, parce que ces nouveaux ingénieurs, c'est eux qui vont partir dans les entreprises et qui vont avoir les capacités à faire. Donc, il y a les deux côtés. Il y a former les parties dirigeantes de l'entreprise, il y a la partie apporter les capacités à faire par les ingénieurs ou par les masters, par les écoles de commerce aussi, les ressources humaines, le manpower, qui est capable de faire ce que les dirigeants vont comprendre, vont demander. Donc, ça se prépare. Je contribue, je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup qui le font aussi. Mais voilà, je contribue à la formation des jeunes d'un côté, des dirigeants de l'autre, pour que cette révolution commence à être bien adoptée. Et la France, elle est en retard et pas en retard, c'est compliqué à dire. Les États-Unis sont vraiment en avance. En France et en Europe, nous sommes les leaders mondiaux de la réglementation. C'est malheureux. Ça aurait dû être un avantage, mais ça ne l'est pas s'il n'y a pas capacité à faire. Voilà, c'est malheureux à dire, je suis obligé de le dire, même si des gens ne sont pas d'accord avec moi. Mais quand on réglemente une industrie qui est naissante, c'est comme si je dis, je réglemente mon fils qui a 8 mois. Voilà, très bien, bravo. C'est interdit de vomir, c'est interdit de salir la bouche en mangeant, c'est interdit de tomber par terre en marchant. Très bien. Pauvre gosse. Le pauvre gosse, il va mourir. Il va juste mourir. Il va être adopté par une autre famille, donc ils immigrent. L'analogie n'est jamais complète, mais elle donne une image au moins. C'est très bien de réguler un enfant de 8 mois, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il doit avoir autant en maths, en notes, sinon il ne peut pas rentrer en classe. Il a 8 ans, il a 8 mois. Il vient de naître. C'est aide-le à grandir. Apprends-lui à faire des maths. Ne lui fais pas un examen de je ne sais pas quoi. Mais parce que les banquiers et la Banque centrale, ils ont dit aux régulateurs, même risque, même règle. C'est un humain. Aucune raison pour qu'il déroge à des règles des humains. Ben, bravo. Fais ça avec ton fils. Et dis-moi si ça marche. En fait, tu ne veux pas avoir d'enfant. Ne viens pas râler après pourquoi il y a un effondrement démographique dans ton pays. C'est-à-dire que les entreprises sont en train de quitter ou ne fleurissent pas correctement en Europe. C'est comme si faire la course ou le marathon, là, avec les Jeux Olympiques qui arrivent, avec 50 kilos en acier attachés à un pied. C'est les règles. Mais ils ne s'appliquent pas les mêmes pour tout le monde. Voilà. Donc, en Europe, on est devenu leader dans la réglementation. Pourquoi pas? Mais est-ce qu'on a la capacité industrielle qui va bien avec? Non. On avait Ledger, qui était une licorne. Je dis on avait, qui était, parce que son avenir, pour moi, il est peut-être mis en risque aujourd'hui, pour plein de raisons. Mais en gros, on a un leader, on a un innovateur dans ce secteur, et on ne fleurit pas, on ne crée pas d'autres licornes. On n'a pas un exchange européen plus grand que Binance ou Coinbase ou je ne sais pas qui. FTX, mouru. Mais l'idée, c'est de dire, on ne crée pas de leader. Alors qu'Ingenico, c'était un leader français. La carte bancaire, c'était un leader mondial. Et Ingenico, c'est un leader mondial. Les Américains, Visa et Mastercard, sont venus acheter
carte bancaire. Ça s'appelait à l'époque, la norme dans les paiements s'appelle EMV. Ouais. Quand on paie avec la carte à puce, on utilise une norme qui s'appelle EMV. EMV veut dire Europe. Mastercard et Visa. Donc Europe était même avant Mastercard et Visa, dans le nom même. Aujourd'hui, Europay, Ok. c'est mort, c'est mouru, parce qu'elle a été rachetée par Visa et Mastercard, rachetée par Visa, et ça n'existe plus. Ils l'ont juste absorbé, avalé, c'est fini. Donc, il ne faut pas recréer les mêmes erreurs du passé. On a fait pareil avec Apple Pay. On avait créé des paiements mobiles en France, et on a dit on ne veut jamais adopter Apple Pay et Google Pay et Samsung Pay. Parce que nous sommes la France. On crée S-Money, on crée Quixo, c'est des noms que personne ne connaît aujourd'hui, sauf que ces noms-là ont coûté 60 millions d'euros par banque. Une banque comme le Crédit Agricole, elle a cramé des dizaines de millions pour une expérience qui n'a pas marché, parce qu'elle était morte née morte, comme les réglementations malheureusement, parce qu'on dit que ça ne marche que dans la banque. On peut payer par son mobile, mais que dans la banque, entre personnes de la banque. Si on n'en a pas besoin. Ah ben oui, mais les paiements mobiles, de toute façon, qui en a besoin? Qui va payer avec un mobile un jour? Personne. Oui, d'accord. Jusqu'à Apple Pay rafle tout le marché français. Parce que ça marche bien, le paiement mobile, c'est plus intelligent. Tellement. Et après, Voilà, c'était trop tard et ils n'ont pas réussi à rattraper, etc., comme d'habitude. exactement. Exactement. Donc ça c'est malheureux. L'Europe, la France, a besoin de soutenir l'industrie des crypto-monnaies, des crypto-actifs, de la blockchain, et de ne pas freiner l'innovation avec le prétexte de protéger les grands industriels existants, pour ne pas les disrupter. Ouais, 100%. Bon, il faut les encourager. D'ailleurs, les banques peuvent les racheter après, si elles souhaitent. Si elles trouvent que ça marche très très bien, ils disent bah, tiens, on rachète, comme on l'a fait pour acheter Boursorama. La Société Générale avait racheté une néobanque, c'est Boursorama. Donc les néobanques n'ont pas tué les banques, elles étaient rachetées par les banques. Ouais, totalement. Totalement. Et ça leur apporte une nouvelle valeur aux banques, comme il commence à avoir de plus en plus de banques hein, qui jettent un coup d'œil sur le Web3 et qui essayent d'acquérir des sociétés dans le Web3, soit des marketplaces de produits digitalisés, enfin voilà, des choses comme ça sur de la blockchain, etc. Enfin, il y a de plus en plus de gens qui se concentrent. Par exemple, Société Générale et Forge, on voit qu'il y a de plus en plus de choses comme ça, mais c'est vrai que c'est encore le début. Et la régulation freine énormément. En parlant de régulation et on va dire de développement du Web3 en Europe, il y a les monnaies de banque centrale. Est-ce que tu as je sais que tu as un avis là-dessus. Est-ce que tu peux nous partager ton avis justement sur tout ce qui est stablecoin, monnaie de banque centrale et leur rôle dans l'écosystème des paiements numériques? Je vais essayer d'être le plus bref possible sur ce sujet. On a le temps. Ouais. Pour d'autres raisons que le temps. Les stablecoins, en revanche, pour moi, c'est une invention temporaire. C'est-à-dire que c'est un besoin. Le marché a décidé qu'on a besoin de stablecoins, mais elles sont, pour moi, très, très temporaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vrai stablecoin, c'est plutôt Bitcoin pour moi. Pour Ok. sauter à des conclusions, pour moi, le vrai stablecoin, c'est Bitcoin. Tout le reste, c'est du fluctuant et c'est du très spéculatif. Un stablecoin, c'est très spéculatif pour moi. Il n'est pas du tout stable. Parce qu'il est pégué à des monnaies. Et les monnaies ne sont pas stables. Tous ceux qui disent que les monnaies sont stables, qui regardent l'inflation, qui a 2 chiffres en réalité. Sur moi, j'ai vu aucune personne dans sa vie qui me dit que l'inflation pour lui, elle était à 1 chiffre. C'est très bien, bravo pour les rapports officiels de tous les États du monde qui disent que c'est 8%, 3%, 4%. Bravo pour eux pour le rapport, mais moi, tous les gens que je connaisse en France, aux États-Unis, au Moyen-Orient, c'est des inflations à 2 chiffres. Alors après, on peut mesurer l'inflation par rapport à hier, minuit, c'est à 1 chiffre, peut-être. Mais sur une année, elle est à 2 chiffres. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les stablecoins sont un besoin temporaire pour pouvoir passer à des valeurs monétaires sans passer par le système monétaire, typiquement à faire un paiement transfrontière en crypto, mais qui a une valeur stable par rapport à l'euro ou au dollar. Sauf que le besoin, c'est un besoin très temporaire. C'est juste aujourd'hui. Et je suis quasiment sûr que les personnes qui détiennent des stablecoins, ils font quelque chose avec. C'est soit ils les transforment en Bitcoin ou en Ether ou en je ne sais pas quoi, soit ils les sortent parce qu'ils en ont Oui, besoin, les ils les retirs. sortent en dollars ou en euros. Donc, ce n'est pas une finalité, c'est une étape. En revanche, la monnaie numérique de banque centrale, c'est différent. Il y a 2 sortes de monnaie numérique de banque centrale, le retail et le wholesale.
Ça veut dire qu'il n'y a pas une monnaie numérique de banque centrale. D'ailleurs, il n'y a pas une monnaie. C'est compliqué à dire. Il n'y a pas un euro. Nous ne possédons pas un euro. Nous possédons un principe qui s'appelle la monnaie euro. Mais c'est comme si on dit, il y a des animaux. Oui, d'accord, il y a un éléphant, il y a un lion, ce n'est pas les mêmes animaux. Ils ne sont pas les mêmes animaux. On peut les appeler dans une catégorie qui s'appelle l'euro, la monnaie euro, mais ils sont très différents l'un de l'autre. Un éléphant n'est pas comme un dauphin. Il y a une grande différence. Ils sont peut-être la même couleur, voilà. Pas plus. Ce sont des mammifères aussi. Ça s'arrête là. Et donc, lorsqu'on dit qu'il y a un euro, il y a par exemple le billet euro, et il y a les pièces euro. La pièce euro, elle coûte très, 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 très cher à faire, et elle vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que le billet. C'est comme ça. La durée de vie d'une pièce de monnaie, un coin, elle est beaucoup plus longue, c'est carrément 100 ans, je ne sais pas, ça peut être plus même. Il n'y a aucune raison que le métal se dégrade, à moins qu'on le mette avec des expériences chimiques, mais il peut vivre des centaines d'années. Alors que sa valeur faciale, elle est quasiment nulle, très très faible. En revanche, le billet, il ne coûte pas très très cher à faire, mais sa valeur faciale est très élevée. Et il y a un droit de seigneuriage là-dessus. En tout cas, ces deux formes de la monnaie sont les seules monnaies réelles possédées par des citoyens. Tout le reste, c'est une autre forme. On y reviendra. C'est des bactéries à la rigueur. Ce n'est pas les mêmes animaux. C'est un autre type d'animaux. Parce que ça, c'est une monnaie centrale que nous détenons dans nos poches. Et donc, c'est la banque centrale qui est redevable envers nous par la conservation de la valeur faciale de cette monnaie. Elle dit que ça vaut 100 euros, c'est à la banque centrale de défendre la valeur. C'est pour ça que la banque centrale a une mission qui est de protéger contre l'inflation. Voilà. C'est parce qu'elle veut protéger la valeur d'un billet qui est dans notre main. Est-ce qu'elle réussit? Est-ce que c'est de sa faute si elle ne réussit pas? Ce sont des questions légitimes. Mais fondamentalement, ça c'est une première forme de la monnaie. Deuxième forme de la monnaie, c'est votre monnaie à la banque, BNP, Société Générale, etc. C'est une monnaie privée, c'est du Monopoly, imprimé électroniquement par le joueur, qui est la Société Générale, BPCE, Banque Postale ou quelqu'un. C'est lui qui a imprimé cette monnaie Monopoly. C'est comme si vous êtes dans un casino, vous rentrez dans le casino et c'est un jeton du casino. Et elle n'est pas la même entre les deux casinos. Si vous prenez un jeton du casino de, je ne sais pas, Biarritz, si vous partez avec au casino de Monaco, à mon avis, ça ne se passera pas bien pour utiliser le jeton là-bas. C'est exactement ce qui se passe entre les euros d'une banque vers l'autre. Mais pour que ça fonctionne, il y a la banque centrale qui vient intervenir pour dire, attendez, je vais prendre, moi, votre jeton du casino de Biarritz et je veux vous convertir ça en quelque chose que le casino de Monaco va accepter. Et il va émettre son jeton, donc il va vous échanger le jeton par un autre jeton. Donc vous voyez, c'est compliqué. Déjà, en disant juste cette analogie, on va dire, mais pourquoi ils font ça? C'est clair. Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'on a besoin de tiers de confiance. Les systèmes électroniques ne sont pas protégés sans un notaire, sans un système notarial. Il faut qu'il y ait un notaire qui dit, c'est moi qui décide. Montrez-moi le livre, le registre. Allez, j'écris, j'ai enlevé le jeton de Biarritz, j'ai rajouté le jeton à Monaco. Mais c'est moi qui décide. Je suis le seul à décider. C'est le rôle du tiers de confiance central. La troisième forme de la monnaie, il y en a plein, hein. La troisième forme de la monnaie, c'est la monnaie que les banques elles-mêmes détiennent à la banque centrale. Et ça, c'est une vraie monnaie comparée au jeton du casino que nous possédons, qui est garantie par la banque centrale. Donc, je ne le caricature pas, mais il n'a pas la même valeur. Et je donne pour preuve le discours de Madame Lagarde, qui est quand même pas n'importe qui, c'est quand même la gouverneure de la BCE, qui, lorsqu'elle parlait du projet d'euro numérique, il a dit, le journaliste lui a dit, mais moi, sur mon téléphone, je peux payer simplement avec, c'est déjà un numérique. Il dit, non, ça n'a pas la même valeur. Puis, elle s'est rendue compte qu'elle est en train de salir l'image de la monnaie privée du casino, des banques. Elle dit, ouais, mais non, vous ne comprenez pas, ce n'est pas la même garantie. En fait, elle ne peut rien dire, parce qu'elle est garantie, l'autre. Donc, il n'y a aucune raison pour un citoyen de demander un euro numérique. Probablement. Et donc, la question devient la suivante. Les banques détiennent des monnaies à la banque centrale, et c'est ça la vraie monnaie détenue, mais il n'y a que les banques qui ont le droit de la détenir. C'est un système compliqué qui s'appelle Target.
qui fait la détention de titres et la détention monnaie, RTGS, et puis paiement instantané. Et actuellement, on essaie de créer encore une quatrième forme de la monnaie dans ce système qui va s'appeler l'euro numérique de gros, qui va permettre à des banques centrales de détenir une forme de monnaie centrale, numérique, qui puisse circuler sur des blockchains, des technologies de type DLT. C'est compliqué tout ce que je dis. Mais en tout cas, il y a deux formes, la monnaie retail et la monnaie wholesale. La monnaie wholesale, moi, j'ai une mission, je ne suis pas seul, on est très nombreux, mais je contribue à la conception de comment le système target, le système central, va greffer un nœud blockchain. Comment il va greffer dans son cerveau une blockchain qui va pouvoir maintenant ouvrir les chakras et par télépathie faire de la synchronisation avec d'autres nœuds, ce qui est inimaginable, parce que c'est un château fort, fermé, avec des murailles et des murailles et des murailles. Donc on va sortir du système du Moyen-Âge et on va dire, ça va être un système d'aéroport. L'aéroport, il n'y a pas de murailles, ce n'est pas un château fort avec de l'eau là qui tourne et des crocodiles dans l'eau, et des ponts. C'est ouvert, on peut rentrer, sortir, mais il y a des barrières. Voilà. Un système un peu ouvert. Et donc j'ai cette mission-là, et j'ai tenu à faire cette mission avec grand plaisir, parce que la Banque de France est la seule banque centrale en Europe qui a dit, moi je veux adopter la technologie blockchain, même si c'est très peu, même si ce n'est pas la solution la plus innovatrice possible avec Bitcoin, mais au moins ils ont dit, on veut faire de l'euro numérique sur blockchain, et on veut moderniser le système européen. Elle est en concurrence avec la Banque d'Allemagne, Banque centrale d'Allemagne, Deutsche Bank et Banque centrale d'Italie, qui eux proposent un euro numérique wholesale, centralisé, sans aucune blockchain. En revanche, le cash plus, c'est-à-dire l'euro numérique retail, c'est dire à gens qu'au lieu d'avoir des billets, vous pouvez maintenant avoir un euro numérique, voilà, comme ça, un cash plus, crypto-monnaie, voilà, mais centrale, banque centrale. Il y a une grande partie pour moi de marketing, ou en tout cas de mauvais choix. Personnellement, c'est mon avis personnel, ça n'engage pas du tout la Banque de France, ça n'engage personne, en fait, ça n'engage que Michel. C'est mon avis personnel, je le dis très librement. Pour moi, il y a des très mauvais choix qui sont faits, de dire qu'on interdit aux commerçants de posséder l'euro numérique. Ok. Jean veut payer avec sa crypto-monnaie euro, émise par la Banque centrale, c'est censé être comme un billet cash, 100 euros, mais numérique. Donc, je suis libre de payer de façon même private, à la rigueur, confidentielle, sans qu'il y ait beaucoup de personnes qui regardent ma transaction. Je suis censé être libre de payer le commerçant. Eh bien non, le commerçant n'a pas le droit. Parce que si le commerçant thésaurise l'euro numérique, ça veut dire qu'il va moins thésauriser en jetant du casino de la banque. C'est-à-dire que la banque va avoir moins de flux pour jouer dans les jeux de crédit, d'émission de crédit. Ce qui peut avoir un impact négatif sur la politique monétaire et l'efficience des banques. Donc en gros, la marge des banques va baisser. Donc les banques disent c'est de la concurrence déloyale. La Banque centrale émet de la monnaie en concurrence par rapport aux banques. Ben oui, mais c'est toujours été le cas, enfin, c'est pas nouveau. Ah oui, mais là c'est trop. Bon, il y a eu un arrangement entre le lobby bancaire et la Banque centrale pour dire on fera en sorte que ça n'influence pas vos liquidités, donc on va interdire aux commerçants de les posséder, on va interdire la possession plus de 1000 ou 500 ou peut-être 3000 maximum pour monsieur et madame tout le monde. Donc on va limiter ça à moins du cash. C'est-à-dire que ça va être pire que le cash. Alors pourquoi le faire? Donc voilà, ça j'ai un grand problème à accepter la conception de l'euro numérique actuelle, retail, par la BCE. Et c'est mon avis personnel. Voilà. Ok, bah merci pour cette explication très complète. Moi, je pense que je comprends totalement pourquoi tu l'acceptes pas et pourquoi tu as du mal avec ça. Après, bah, on verra ce qui va se passer un petit peu avec le temps. Je pense qu'il y a peut-être des choses encore qui vont évoluer. Michel, on arrive gentiment à la fin du podcast. On sait que bah, ton temps est précieux et que tu as beaucoup de choses à faire, donc on ne peut pas te prendre beaucoup plus de temps. J'avais encore énormément de sujets à voir avec toi, mais c'est tellement passionnant tous les sujets qu'on ne pourra pas traiter tout ça. Au pire, on fera un autre podcast dans les prochains mois. À la fin du podcast, on laisse toujours le mot de la fin à notre invité. Donc ça peut être nous partager un mantra, revenir sur un sujet que peut-être tu as expliqué, mais sur lequel tu veux revenir. Ça peut être traiter un sujet que tu voulais traiter sur le podcast, mais que tu n'as pas encore eu le temps de traiter. Peu importe, ta carte blanche, ça peut être faire la pub pour les formations, pour autre chose. On t'écoute. Ça peut prendre 30 secondes, ça peut prendre 10 minutes. C'est toi qui décides. Tu as le mot de la fin.
Merci Jean. Déjà, merci de m'avoir accueilli dans ton podcast et de m'avoir donné un peu plus de temps dans ce format, parce que l'autre format à Montpellier, il était dense, court. Là, on a Ouais, un peu plus de temps d'échanger librement. Donc, j'apprécie beaucoup. Euh, Peut-être un dernier sujet, oui, un dernier sujet sur lequel on est passé, mais je veux quand même insister. Euh, il y a une notion éthique dans la monnaie qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Je ne vais pas la traiter maintenant, mais je vais quand même ouvrir les yeux et les réflexions autour de la question éthique de la monnaie. Parce que de toute façon, toutes les religions ont déjà essayé de traiter cette question d'éthique. Ils ont dit ça c'est interdit, ça c'est permis, ça c'est bien, ça mm, c'est mal. On est dans un moment de l'histoire de l'évolution de notre civilisation et de l'histoire de l'évolution de la monnaie où il faut qu'on se pose des questions réelles sur l'éthique et pas la conformité. Parce que la conformité, c'est très limité. La conformité, elle peut être utile en termes de traitement de l'éthique, c'est-à-dire financement du terrorisme, c'est pas bien. Blanchiment de l'argent, c'est pas bien. Fraude et vol, c'est pas bien. Mais c'est le minimum syndical. Il y a plus de valeur à étudier dans la monnaie et dans ce qui peut être utile pour l'économie. Il y a Ray Dalio qui a fait une très très belle vidéo sur comment toute l'économie, elle est basée sur une seule fonction. C'est le paiement. C'est lorsque Michel paye Jean ou Jacques ou je ne sais pas qui, c'est cet acte d'échange de valeur qui est normalement libre, normalement pas soumis à trop de contraintes. C'est un choix libre entre les deux personnes qui ont fait la transaction. C'est de là où naît la valeur et c'est de là où naît l'économie. C'est là où naît la valeur de l'économie, la croissance, la décroissance. Le crédit fait partie, mais il fait partie de cette transaction. Tout est lié à cette transaction. Moi, ce que je veux dire ici, j'invite tout le monde à commencer à se former ou à lire ou à apprendre d'un côté sur l'économie, de l'autre côté sur les transactions, et s'ils sont intéressés par mon industrie, l'industrie des paiements. Alors moi, j'ai des formations, d'autres, ils ont des formations. N'hésitez pas à me contacter ou à les contacter pour voir les formations en ligne ou en présentiel, pour comprendre tout cet écosystème, pour comprendre comment sur votre secteur, ça peut vous impacter à vous. Que ce soit dans l'adoption de la technologie blockchain dans votre industrie, parce que la blockchain, c'est une technologie beaucoup plus profonde que l'intelligence artificielle. Ça peut être un bon mot de la fin à peu près. Actuellement, au même moment qu'on enregistre, il y a Elon Musk qui parle à Vivatech. On n'est pas en concurrence directe avec Elon Musk, mais Elon Musk travaille non seulement sur l'IA, mais qui est un grand défenseur. Enfin, il prétend et il souhaite, et son intention noble est de défendre l'humanité face à une dérive ou une déviance de l'IA. Voilà. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui que nous avons OpenAI. C'est pas mm, grâce à Sam Altman-Friedman, c'est clair. c'est grâce à sans Elon Musk, on n'aura jamais eu OpenAI. C'est né d'un débat qu'il a eu avec Larry Page, enfin, en tout cas le président de Google, je ne veux pas me tromper dans son nom, je suis un peu fatigué peut-être, mais en gros, de mémoire c'est Larry Page, non, corrige-moi Jean si je me trompe. Oui, c'est la Page. Ouais, je pense que c'est Larry Page. Ça fait un moment que je n'ai pas parlé de lui. Donc. Et donc, comme ils étaient des amis, c'était des vrais amis avant. Et dans un débat, Larry Page disait, non, l'humain, c'est un animal, c'est fini, c'est dépassé. L'IA que nous entraînons, que nous faisons à Google, etc., va nous ramener pas seulement au transhumain, mais à c'est fini l'humain. C'est juste fini l'humain. Et là, Elon Musk dit, mais qui veut sauver who want to save le soldat humain là, dans l'histoire, le pauvre humain dans l'histoire. Il dit, mais pourquoi tu veux le sauver? Qui crève? Enfin, c'est un animal. Nous, on veut faire de l'IA qui va être surpasser toute l'humanité, et puis c'est fini pour les autres, tant pis. Pourquoi tu veux défendre l'humain? Il dit, mais tu ne comprends pas qu'il y a un mauvais dans l'histoire, qu'il y a un héros dans l'histoire. L'héros dans l'histoire, c'est censé être la victime qu'on veut défendre. Et donc, il est parti, lui, dans une romantisme, dans une histoire romantique, Elon Musk, pour dire qu'il faut sauver l'humain. C'est l'une des raisons pourquoi il veut monter sur la planète Mars, au cas où ça dérive sur la planète Terre, dans des guerres mondiales infinies, anéantir une partie de l'humanité. Il veut sauver une partie de la civilisation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il travaille sur les crypto-monnaies. Les gens ne le savaient pas, mais avant d'adopter Bitcoin en paiement, il a essayé d'adopter Doge avant. Il a essayé de créer même une blockchain pour faire une Twitter concurrent sur blockchain. Donc, il était dans cette mentalité révolutionnaire Web3 dès le départ. Et donc, lui, il est conscient que l'IA peut être un danger et il veut
lutter contre les dérives de l'IA. En revanche, comment il le fait? Neuralink, par exemple, elle peut avoir ses dérives, elle aussi, mais c'est planter un chip dans le cerveau de l'humain pour le rendre augmenté, l'humain augmenté grâce à l'IA et grâce à la technologie. Alors, ça peut avoir ses dérives aussi, mais c'est déjà dans ce cadre-là. Et il essaie d'entraîner maintenant d'autres modèles d'IA plus forts que OpenAI, il n'a pas encore réussi, mais qui sont plus libres et plus open source qu'OpenAI, qui est devenu maintenant for profit, avec l'achat de Microsoft. D'ailleurs, il a un conflit avec Bill Gates, et c'était une vengeance entre Bill Gates et Elon Musk qui a fait que Microsoft achète OpenAI, alors que ça appartenait quelque part en partie à lui, elle était open source. Bon. Pourquoi je dis que Bitcoin est une révolution plus importante que l'IA? Je l'ai déjà répété à Montpellier et je vais peut-être le redire très vite. L'intelligence artificielle est une révolution superficielle qui touche à tout. La révolution Bitcoin et la révolution Web3 ce sont des deux révolutions profondes qui touchent à tous les fondements de nos civilisations. C'est quand on parle de c'est quoi la monnaie, ce n'est pas une question que l'IA se pose du tout. Je vous assure, posez la question à ChatGPT si de temps en temps il fait des rêves, c'est quoi la monnaie? Pas du tout son souci. D'ailleurs, l'IA n'a pas de conscience jusqu'aujourd'hui. Voilà. La question c'est est-ce que l'IA un jour va avoir une conscience? Pour moi, il y a des théorèmes mathématiques qui prouvent que non, jamais. Je ne vais pas les démontrer maintenant, mais je peux rapprocher l'image en disant qu'on a prouvé par les maths que l'IA ne peut jamais diverger, ce qui veut dire qu'elle ne peut jamais croître à l'infini, mathématiquement parlant. Même pas en termes de quantité d'énergie nécessaire pour qu'elle augmente jusqu'à l'infini. Déjà, il y a une limite physique de quantité d'énergie pour entraîner les modèles. Sachez que les modèles d'IA, ils prennent des centrales nucléaires en énergie pour entraîner les modèles, et ils boivent des rivières pour se refroidir, des rivières comme la Seine ou le Nil ou l'Amazone, autant pour refroidir les data centers. Donc, la quantité d'énergie, elle est gigantesque pour entraîner les modèles à reconnaître que si dans cette image, il y a un chat ou un chien, alors que le cerveau d'un humain, avec 14 watts, il fait à peu près le même apprentissage et mieux. Un bébé, un enfant, qui a que quelques ans, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, on lui montre quelques chats, quelques chiens, c'est fini. Il reconnaît toujours, dans n'importe quelle photo, si c'est un chat ou un chien. Alors, il y a peut-être plusieurs raisons. Il est peut-être pré-câblé par notre ADN, mais non, nous, on sait qu'il y a eu un entraînement humain que les parents ont fait, ou que la société a fait. Mais il y a peut-être une prédisposition. Mais en tout cas, notre cerveau, il est plus efficient infiniment en termes d'énergie que toute l'IA que nous avons aujourd'hui, y compris OpenAI et ChatGPT. Premier point. Deuxième point, il y a des théorèmes mathématiques qui prouvent que ça ne diverge jamais. En revanche, ça veut dire que ça converge. La question, c'est est-ce que ça converge à une valeur plus élevée que l'intelligence humaine? La réponse est oui. On peut faire une calculatrice qui peut calculer plus vite qu'un humain. On l'a fait. On peut faire un ordinateur qui peut brasser des données plus vite que le cerveau humain. Nous l'avons déjà fait. Mais est-ce qu'on peut prédire d'avance? Oui, on peut prédire d'avance, il peut traiter combien de données. D'ailleurs, on connaît sa limite, ça converge. On sait que ce Mac, avec MacBook Pro M1 chip, il ne peut pas traiter une vidéo supérieure à 8K. Il n'a pas les bandes passantes pour. Ça ne rentre pas dans ses tuyaux, ça ne marche pas. Voilà. Donc, on sait c'est quoi la limite. Et on a exactement le même mécanisme avec l'IA. Le même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moi, je peux développer une IA qui converge à une valeur supérieure à un doctorant en Fields et en prix Nobel. Oui, je peux le faire. En revanche, pour l'entraîner, j'ai besoin de beaucoup de données de prix Nobel. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des millions de prix Nobel pour entraîner le modèle pour qu'il soit supérieur à un prix Nobel moyen. Mais j'ai besoin des données des prix Nobel avant. Et ce n'est pas après. J'en ai besoin avant pour l'entraînement. Donc voilà, je rassure en partie l'humanité, pardon, je ne veux pas à cette place-là, mais je rassure par la logique les humains que l'IA, elle ne va pas nous dépasser d'une façon infinie. On pourra toujours faire une autre IA supérieure à cette IA. Et c'est ce que veut faire Elon Musk. Il veut faire une autre IA supérieure à l'IA de ChatGPT. En revanche, ça reste superficiel parce que ça n'a pas de conscience et ça ne change pas les fondements d'une société. Mais le Web3, lui, il vient restructurer l'économie. Il crée une gouvernance automatisée qui peut être gérée par des smart contrats préprogrammés. Il peut créer une confiance, je ne veux pas dire infinie, mais infiniment élevée relativement à la confiance actuelle que nous avons dans des États, dans des banques, dans des gouvernements, dans des notaires, dans des avocats. Donc, sa disruption,
sa capacité disruptive, elle est beaucoup plus élevée que l'IA. Ouais, L'IA, elle vient super. augmenter un agent, elle vient augmenter un docteur, elle vient augmenter un notaire, elle vient augmenter un employé. Bon, elle peut disrupter en partie son marché, mais elle vient l'augmenter. Le Web3 vient prendre sa place, vient automatiser et ne plus avoir besoin de lui sur la chaîne de valeur, comme une banque centrale. Voilà. Sur ce mot de fin, je te remercie Jean beaucoup pour l'occasion. J'invite tout le Bah, monde merci à toi. à se former et peut-être à une prochaine rencontre entre nous. Ah bah, merci beaucoup Michel, vraiment merci pour ton temps, bravo pour tout ce que tu fais, bravo pour tes connaissances, bravo pour la valeur que tu apportes. Quand on a des connaissances, c'est important de le partager, beaucoup de gens ne le font pas et toi tu le fais. Vraiment bravo à toi, c'est un plaisir de te recevoir sur le podcast de Token Talkers. On a appris énormément de choses et bah, force à Value Chain pour la suite. Merci. Ciao. Ciao.